Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où nous allons ensemble essayer de parler de Kindfire Chronicle Nightfall. C'est un jeu qui a été conçu par Kevin Wilson et Adela Kapuscinska sous la direction artistique de Katarzyna Redeziuk. Alors c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et pour des parties environnant 45 à 60 minutes, là tout dépend le plaisir qu'on veut y prendre. Ce jeu a été produit, et dans sa version anglaise et française, d'après ce que j'ai compris, par Incredible Dream. Voilà pour ceci. Alors, au niveau du prix, avant de vous parler de ce qu'est ce jeu, eh bien, c'est un jeu qui, si on n'a aucune réduction en boutique, version boutique, c'est la version que vous avez sous les yeux, quand même avoisine les 150 €. C'est quand même assez élevé, je trouve, pour un jeu comme celui-ci, qui pourrait s'apparenter à un jeu que je trouve, je le classerai pas dans les experts. C'est un jeu pour moi qui est assez accessible et que l'on peut même s'aventurer à jouer en famille, si vous voulez tout savoir. Il y a du matos, il y a franchement du matos, il n'y a pas de problème. Là, on a un atlas de plans où on va se trimballer. On a quand même un gros livret d'aventure et il y a à l'intérieur de la boîte pas mal de pochettes, donc tout est bien conçu, hein. Par contre, tous les rangements sont bien. Ceci, ce sont des scénarios, ça, c'est des personnages. Voilà, hein. Donc c'est un jeu que je pourrais qualifier de boss battler avec narratif. Voilà, c'est bien fait, c'est bien amené. On arrive à rentrer dans les personnages et dans leur aventure. Ce boss battler narratif, donc, eh bien, est entrecoupé de sessions de villages dans lesquels on va pouvoir augmenter nos personnages et vivre et découvrir des quêtes en allant voir plusieurs lieux sur les plans des villages. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert. Donc, chaque héros a un deck de cartes qu'il aura la possibilité de faire évoluer au cours de son aventure. Chaque héros démarre donc avec 18 cartes en main, et puis vous allez voir, la mécanique est très simple, bien foutue, très accessible. C'est un jeu que je trouve assez rapide à comprendre, non mais vraiment. C'est un jeu coopératif, car ben, forcément les héros vont essayer de combattre ensemble. On gagne les quêtes, en fait ouais, ça c'est assez spécial, on gagne les combats ou on les perd, c'est pas grave, on continue à jouer. Voilà, il y aura des conséquences. On perd les combats lorsque un seul héros est tué pendant les combats, en tout cas. Donc c'est un jeu qui ne s'arrête pas, de ce que j'en ai vu. Donc c'est bien, perdre ne met pas fin à la partie, c'est ça que je veux dire. On a la possibilité de sauvegarder après les combats, nos parties, pour pouvoir revenir plus tard. On a pour ceci une boîte là, tout à fait bien faite, je crois que c'est la boîte du butin ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est une boîte en carton dans laquelle sont rangées des améliorations, des cartes villes, voilà, tout des pochettes trésors, des pochettes surprises trésors comme ceci. C'est assez rigolo, avec différents niveaux, bronze, argent, bronze, or, argent, voilà, comme ça. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Voilà, ben écoutez, c'est une belle découverte pour moi, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris du plaisir, j'ai fait 4 quêtes, et alors ça s'enchaîne très vite, on a envie d'y retourner. Je sais pas comment vous dire ça, c'est pas un jeu, si vous voulez, avec 15 000 mots-clés, des retours dans les règles réguliers. C'est un jeu qui est fluide, qui est assez fluide dans son gameplay, vraiment, et en plus qui peut s'avérer assez tactique dans les combats. Alors c'est pas mal parce que on va faire des combats sur des maps, les monstres auront des pouvoirs et ainsi de suite. Alors j'ai fait que 4 quêtes, donc je suis pas allé très loin dans le jeu, hein. Il y en a 21 quêtes, hein. Mais quand même, je vous confirme que les quêtes que j'ai fait sont assez rapides. On découvre la quête, on lit la mise en place, on fait le combat en tenant compte de tout ce qui est décrit pour les paramètres du combat. Une fois qu'on a terminé ce combat, eh bien, ça nous offre des actions en ville, et dans la ville que l'on a découvert, en tout cas dans laquelle on se trouve, excusez-moi, eh bien, on va pouvoir aller voir le marchand, on va pouvoir aller voir l'alchimiste, on va pouvoir aller dans la taverne, à l'auberge, et ainsi de suite. On aura un nombre d'actions limité
dans ces actions ville. Une fois qu'on a fait nos actions, moi pour le moment je n'en ai eu que 3 à chaque fois, 2 et 3, ouais 3, eh bien on fait nos 3 actions et la ville est finie et on va pouvoir repartir sur une quête. Lesquelles quêtes, me demanderez-vous? Eh bien éventuellement les quêtes qu'on aura trouvées, les quêtes annexes qu'on aura trouvées dans la ville en parlant aux gens, ou alors la quête principale de la trame principale qui nous suit en parallèle et que l'on peut enclencher quand on le souhaite. Voilà ce que j'en ai compris. Ces quêtes en général nous amènent à un combat, on fait le combat, on revient à la ville dans laquelle on se trouve, et ainsi de suite, on enchaîne. Voilà en tout cas mon expérience pour le moment, et ce que j'ai compris du jeu. Et donc, je vous dis ce que je pense, c'est que c'est un jeu qui est très simple à jouer, n'est pas contraignant. Je pense que c'est un jeu sur lequel on peut revenir après une pause sans problème. Ceci étant dit, parlons un peu de la rejouabilité de ce jeu et de ce que j'en ai entrevu. Alors, il est certain que c'est un jeu qui contient 21 quêtes, et je suppose, parce que c'est que des suppositions, puisque je n'y suis pas allé, que lorsqu'on a terminé les 21 quêtes, le jeu s'arrête. Pour le moment, je n'ai pas connaissance d'extension, en boutique en tout cas. Et je n'ai pas pris le temps d'aller voir la campagne Kickstarter qui a fait naître ce jeu-là pour voir s'ils avaient financé des extensions. Je suppose que oui quand même, parce que c'est un jeu qui peut se prêter à ça, sans aucun problème, comme tous les jeux un peu narratifs et dans lesquels on évolue dans une aventure. Donc pour la rejouabilité, eh bien, déjà on va le voir ensemble, puisque j'ai déjà fait les 3 quêtes, donc j'ai fait des choix qui m'ont amené sur telle ou telle quête, il y a des choses que je n'ai pas vues. Donc, elle peut s'avérer limitée, je ne sais pas, tout dépend de la mémoire de chacun et des souvenirs que l'on garde de nos parties précédentes par rapport aux affrontements que l'on a fait et de l'ordre dans lequel on aura fait nos choix pendant l'étape ville ou village. Voilà, donc elle est quand même, je pense, assez limitée. Maintenant, rappelez-vous que mon avis là ne tient compte que de ma courte expérience. Donc j'ai fait 3 quêtes. On va démarrer sur la quête 1 et puis on va voir si je vais faire les mêmes choix et si je ressens une rejouabilité. Je perçois juste qu'elle est quand même assez limitée et donc c'est un atout ou pas, ça dépend de quel joueur on est, en fonction du budget du jeu. C'est 150 € sur ce jeu-là, c'est sûr qu'à 150 € on peut avoir des jeux réellement narratifs et réellement rejouables, comparé à celui-ci. Maintenant, tout se mesure en fonction du plaisir que l'on éprouve dans le jeu, et de ce qu'on recherche en tant que joueur. Je pense que comme c'est un jeu qui se joue assez facilement, qui se sort relativement facilement grâce au rangement prévu, je pense. Ça, c'est mon avis. Et étant donné qu'il a une fluidité quand même assez importante et une accessibilité assez importante, pour le plaisir qu'il nous donne, je pense que c'est quand même un jeu qui peut nous donner satisfaction pour le prix. J'ai du mal à me positionner là-dessus. Donc pour la rejouabilité, je pense qu'elle est moyenne. Elle est moyenne parce que lorsqu'on a effectué quelques quêtes, après on connaît un peu le cheminement, mais on peut peut-être avoir envie de changer les héros avec lesquels on a joué. Parce que ça c'est différent, de faire progresser les héros différemment, les héros avec lesquels on a joué. Donc forcément il y en aura de la rejouabilité. C'est pour ça que je la mets en moyen, c'est-à-dire qu'on va sans doute, une fois la quête finie, on connaîtra la trame, mais peut-être que des décisions différentes dans une autre session nous amèneront à voir d'autres choses. Je ne sais pas du tout. J'ai pas assez de recul là-dessus pour vous dire comment. Voilà. Donc c'est pour ça que pour le moment, je la note. Mais mon avis est qu'elle est moyenne, que l'on peut avoir envie d'y retourner au moins une autre fois. Donc 2 fois 21, ça fait quand même du temps de jeu. Voilà, à voir. Tout est à voir. Tout est dans le plaisir que l'on va éprouver à jouer en fait. Est-ce que ça vaut la peine? Là, pour le moment, je le trouve, comme je vous l'ai dit, accessible, rapide et fluide. Donc c'est quand même des critères très importants dans un jeu, pour moi en tout cas. Et le plaisir que j'ai éprouvé est sincèrement bon. Il est bon parce que j'ai envie à chaque fois j'avais envie, là il a fallu que je m'arrête pour vous le présenter, et j'avais envie pourtant d'y jouer encore. Donc
des moments à partager, sans doute avec différents joueurs ou les mêmes joueurs, et puis envie de renouveler l'expérience en faisant d'autres choix et en prenant peut-être d'autres héros. Et surtout le point que j'entrevois, c'est que pour moi, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, c'est un jeu qui, je pense, peut être joué en famille. Je le pense sincèrement. Et ça n'a pas de prix pour moi. Ça n'a pas de prix. Les plaisirs que l'on peut partager avec les gens que l'on aime. Et oui, vous savez que l'amour est important. Donc voilà, pour la rejouabilité, voilà mon avis. En tout cas, attention, à prendre avec des pincettes. Ce n'est que mon avis et en fonction de ma courte expérience sur ce jeu. Alors, avant de démarrer, qu'est-ce que c'est que cet univers de Kinfire Chronicle? On évolue dans le monde d'Atios. Voilà, vous l'avez. Où est-ce qu'il est marqué? Là. Le monde d'Atios vous attend. On va lire ensemble même. Voilà, l'introduction. Voilà, elle est là. Ah oui. Ah oui. Quelque chose d'important quand même, excusez-moi. C'est moi ça. Ce jeu, en fait, il vient avec un apprentissage. Donc, leur conception, leur approche, je dis les créateurs du jeu, ont voulu que ce jeu s'apprenne sans se prendre la tête. Alors ça marche. Il vient avec différents livrets. Lorsque vous ouvrez le premier scénario, vous allez avoir ce livre de règles, vos premiers pas, ici. Voilà, avec les détails de départ, comment on remplit le sac du destin, vous allez voir, tout ça, comment on monte les plateaux, avec une description des cartes, avec une explication, puis un départ sur, que l'aventure commence, on nous dit comment démarrer, et puis on va aller prendre, ça c'est la quête 1, et on avance, on ouvre le livre, et on part dans la quête et tout ça. Ensuite, on va avoir des combats, donc on va ouvrir une boîte de scénarios dans laquelle on va trouver le livret de règles 2, avec les combats, et ainsi de suite. Donc on apprend tranquillement, plutôt que de nous faire un livre complet avec toutes les règles, ils ont inclus dans les premières boîtes de scénarios les livres de scénarios, et on les découvre au fur et à mesure. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on se stresse pas avec ça. On n'a pas un gros bouquin à lire. Pour quelqu'un comme moi, c'est bien, c'est rigolo. Ceci dit, ça peut être embêtant parce que les règles sont disséminées. Je vous les montre, vite fait, dans plusieurs livrets que l'on va trouver. Et quand on a quelque chose à aller rechercher, il faut qu'on aille dans les livrets. Alors moi, c'est pas un défaut en soi, mais ça peut ne pas convenir à tout le monde, ceci. Donc, ce que j'ai fait, et je l'ai mis à disposition sur BGG, d'accord? Je mettrai le lien là. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis scanné tous les livrets. Oui, mais je suis un taré, moi. Et donc, du coup, je les ai mis ensemble pour faire un livret de règles avec un index ici. Ça, c'est eux qui l'ont fait, l'index. Donc, j'ai simplement, moi, scanné et mis à la suite ceci dans un document que l'on peut s'imprimer. Et puis voilà, comme ça, au moins, on a le livret de règles complet. Et puis, on peut partir directement avec ça. Et cette parenthèse est finie, donc partons dans le mode d'Atios, ici. Bon. Tout au long de la partie, vous croiserez des textes narratifs. Lorsqu'ils feront partie d'une quête, un joueur devra les lire à haute voix. Donc commencez l'introduction suivante, et voyons dans quoi nous entrons. Votre groupe appartient à la Guilde des Éclaireurs, une association visant à protéger ce monde contre l'une des pires menaces qu'il ait jamais connues. Lors des nuits ténébreuses, qui est la menace, une obscurité magique engloutit toutes les terres, faisant disparaître jusqu'aux étoiles dans le ciel. Elle déforme ou détruit tout ce qu'elle touche, et des milliers de personnes ont déjà disparu, peut-être pour toujours. L'obscurité laisse souvent derrière elle d'étranges choses et créatures, certaines dangereuses, voire mortelles. En tant qu'éclaireur, vous disposez de lanternes de Kinfire, une flamme magique capable de repousser l'obscurité des nuits ténébreuses. Ces lanternes sont créées à partir du flambeau du grand phare de Dinlux, la seule cité à avoir conservé son phare de Kinfire pendant tous ces millénaires, tandis que les nuits ténébreuses sombraient dans la légende. Voilà, c'est ce que je vous disais, on les a oubliés. À présent, cette puissante cité-État pourrait bien être la seule à avoir survécu au retour des nuits ténébreuses. Votre groupe escorte actuellement une caravane transportant des ressources de Dinlux à Vina, un village voisin sous la protection du Grand Phare. Et donc, c'est comme ça qu'on démarre, on n'en sait pas plus, qu'on démarre notre aventure dans le monde d'Atios. Nous sommes les gardiens d'une caravane qui transporte des marchandises de la grande
capitale de Dinlux, qui possède donc un phare de Kingfire, et nous allons emmener ces marchandises à Vina. Donc alors la première chose qu'il est conseillé de faire, c'est de choisir ses héros. On a vu tout à l'heure dans la boîte là-bas, et puis vous en avez deux devant ici, des boîtes de héros. C'est comme ça que marche ce jeu, c'est des boîtes. Dans les boîtes, on trouve le matériel nécessaire. Bon, très bien. Moi, j'ai choisi Valora et Roland. Alors, on va prendre par exemple la boîte de Valora, on ne l'ouvre pas. On va essayer de se la jouer comme ça, et on la retourne. Ici, on a un descriptif de Valora et ses pouvoirs. Donc, poli et de sang noble, redoutable à l'arc. Valora a renoncé à ses origines nobles pour se consacrer à une vie de voyage et d'aventure. Cette archère talentueuse préfère frapper de loin plutôt que de se salir les mains. Pour les joueurs qui aiment, ça c'est un descriptif, Valora convient aux joueurs qui aiment infliger des dégâts importants et qui privilégient les approches directes. Ok, super, pourtant elle est archère. Donc on a un petit descriptif, elle a 34 ans, elle fait 1m63 et son pronom c'est elle. Bon, on n'arrête pas là. C'est une alliée à distance et ça, c'est son pouvoir. Chaque fois que Valora entre dans une zone sans ennemi, elle peut désigner un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone. Cet éclaireur reçoit un bouclier. Ça, c'est une armure. Vous verrez. Donc voilà, moi je me suis dit, je vais prendre Valora. Donc on ouvre la boîte de Valora, il n'y a rien. C'est normal parce que c'est déjà sur le plateau. Je vous montre après. Ensuite, j'ai choisi, là, je ne pouvais pas faire autrement, et je vais vous dire la vérité pour ceux qui connaissent un peu la chaîne. Oui, un Roland. Donc j'ai pris un Roland. Roland qui est un nain. Regardez-moi un peu cette allure. Roland World Forger. Vif d'esprit et puissant, le Kingfire coule dans son sang. Spécialisé dans la magie du feu, Roland est un membre curieux du cercle des érudits. Il est toujours prêt à combattre et à infliger des coups puissants, quitte à se mettre en danger. Pour les joueurs qui aiment soutenir leurs coéquipiers et comprennent l'expression « canon de verre ». Je la comprends pas. Je la connais pas. Il a 47 ans, il mesure 1m47 et son pronom c'est il. Ami loyal. Lorsque Roland joue une carte soutien, elle peut être d'une couleur différente de l'action ou l'attaque concernée. Ça vous dit rien, mais c'est pas grave. On va aller voir. Et donc, il n'y a plus rien dedans. Non, il y a du bruit, c'est parce que j'ai mis des sachets d'origine. Voilà, ici. Hop là. Voilà, donc, moi, j'ai choisi ces deux héros. On a encore dans la boîte, je vous les remontre ici, 4 héros que vous pouvez choisir avec chacun une description différente. Alors, ce que je n'ai pas fait lorsque j'ai créé ces deux héros, lorsque j'ai choisi ces deux héros, c'est que je ne connaissais pas trop le jeu, je n'ai pas tenu compte d'un point quand même important, c'est la synergie entre les héros. Quand on prend tous les 4 héros, c'est un jeu de 1 à 4, il faut quand même veiller à ce que il y ait une synergie entre eux, parce que c'est un jeu coop et que certains vont pouvoir soutenir un peu plus les autres et aider tout ça. Comment on le sait ça ? Eh bien, on va s'intéresser à un plateau. Donc, quand on ouvre la boîte ici, par exemple de Roland, on trouve à l'intérieur un plateau joueur comme ceci, avec une roulette à monter derrière. Voilà, c'est très bien fait, vous voyez, même derrière on a des petits détails, c'est son équipement. Voilà. On va retrouver le peigne, celui-ci plutôt. On va retrouver la lanterne qui est très importante. Ça, c'est une lanterne Kingfire. Une roulette pour mettre ses points de vie. Voilà. Et là, on a les actions que l'on peut faire pendant notre tour. C'est très bien. Je vous dis, il est très fluide. On a tout, tout sur ce plateau-là et tout sur les plateaux joueurs. Et ici, on a son talent. Voilà. Lorsque Roland joue une carte soutien, c'est ce qu'on vient de lire. Voilà. Bon, on a ça. Très bien. Ensuite, dans la boîte, je vais baisser un peu. On se trouve avec un standy ici en acrylique, très bien fait, c'est largement suffisant. Quelle belle idée d'avoir fait ceci. C'est pas eux, ça vient pas d'eux, mais ils sont apparus les standys acryliques il y a quelques années et je trouve que c'est pour des gens comme moi qui ne peignent pas, c'est très bien. Et ensuite on arrive avec un deck de cartes, un deck de 18 cartes, c'est un deck de cartes action et soutien. Et c'est là que tout prend sens, c'est-à-dire les combos des joueurs. Je vous prends ici, pareil, le plateau de notre chère Valora, on retrouve pareil la même description des actions, on retrouve la roulette de points de vie et sa compétence et son standy. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on a dans chaque boîte. Alors attendez, je vais, hop, voilà, pour qu'on voit les deux.
très bien ici, on déplace. Et pareil, elle arrive avec un deck de 18 cartes, action et soutien. Voilà. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est là-dessus que je vous dis que je n'avais pas prêté garde à leur synergie. Voilà, par exemple, on peut dire ça. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser ça? Ben, déjà, première chose, on va regarder quelque chose d'important sur les plateaux. Vous voyez cette ligne-là et cette ligne-là. Ça, c'est la composition en couleur des cartes actions. Donc, par exemple, si on prend Roland, on sait qu'il a 4 cartes actions bleues, 3 cartes actions rouges et 2 cartes actions vertes. Alors, les rouges, c'est la puissance, les vertes, c'est l'habileté, et les bleus, c'est la sagesse. Donc on peut le qualifier de quelqu'un d'assez sage, puissant quand même, et pas très habile. Ici, de ce côté-là, nous avons Valora qui a 4 cartes d'habileté, 3 cartes de puissance et 2 cartes de sagesse. Donc c'est un peu un casse-cou. Hein, c'est une casse-cou, notre cher Valora. Voilà. Donc là, déjà, on peut voir. Parce que ce jeu-là, donc, comme je vous l'ai dit, vient avec des cartes actions et des cartes soutien. Et ça, c'est ce qui compose les decks. Alors, cette ligne-là a 2 trucs, deux critères. Là, j'arrive pas, j'ai du mal à trouver les mots, vous m'excuserez. La première chose, ça nous dit comment est composé son deck, de quelle couleur sont les cartes. Ok, très bien. Et la deuxième, qui fait partie de la même chose, c'est combien de cartes de quelle couleur un deck peut être composé. Voilà, parce qu'on a une limite. On ne peut pas, lorsqu'on va faire évoluer le deck, avoir plus de 4 cartes bleues, 3 cartes rouges et 2 cartes vertes. On va dire les couleurs. Voilà. Ça, c'est lorsqu'on va essayer d'améliorer un deck et qu'on va rajouter des cartes, il va nous falloir en retirer pour avoir toujours ce même nombre de cartes. Voilà. Chaque carte action, comme ici, Sortilège Drainant, qui est une carte action, vient avec sa carte soutien. Les cartes actions vont être jouées pendant le tour du héros. Excusez-moi, il y a une coupure. Les cartes soutien, elles, vont être jouées pendant le tour des autres héros. Donc, avec les cartes actions, on se donne nos actions, et avec les cartes soutien, on supporte les actions des autres. On les améliore, ou on leur donne des bonus. Voilà. Soit en attaque, soit en défense, ou soit comme celle-ci, en déplacement. Voilà. Les cartes blanches, comme vous voyez ici, eh bien, elles sont neutres, c'est-à-dire qu'elles peuvent être jouées pour soutenir, ça c'est une carte soutien, c'est écrit ici, pour soutenir des cartes d'un autre joueur de n'importe quelle couleur. Donc, une carte blanche peut soutenir une carte bleue, une carte rouge ou une carte verte. Voilà. Donc, chaque carte action vient avec sa carte soutien. Voilà. Donc, mise à l'épreuve vient avec sa carte soutien, mise à l'épreuve, qui, vous voyez, est bicolore. Ça veut dire quoi, ça? Si c'est une carte action et compte donc dans les 4 cartes bleues ici, eh bien, elle peut être mise soit, mettons, si elle est bleue et verte, soit dans le total des cartes bleues, soit dans le total des cartes vertes qu'un deck peut contenir. J'espère que je suis clair. Ici, c'est une carte soutien, bleue ou verte. Elle peut être donc jouée pour soutenir une carte qu'aurait joué un de nos héros, hein, un de nos compagnons, bleue ou verte. Si par exemple, Valora joue une carte bleue, eh bien, je peux jouer mise à l'épreuve pour la soutenir parce qu'elle a la couleur bleue. Si elle joue une verte, je peux jouer mise à l'épreuve parce qu'elle a la couleur verte. Et c'est là que rentre toute la synergie entre les héros que l'on va choisir. Il faut essayer de regarder quel héros peut soutenir tel héros pour essayer de les combiner. Là, je vais jouer en solo, j'ai pris 2 héros. Donc, j'aurais dû regarder ceci quand même avant de faire le choix. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc voilà, un deck d'un joueur vient avec des cartes actions d'une couleur et son soutien ici derrière. Donc dans la constitution d'un deck, on ne va compter que les cartes actions pour avoir le nombre ici. Parce que sinon, regardez, je prends les cartes bleues, je me retrouve quand même avec une, bon celle-là, elle est comptée comme bleue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 cartes bleues, ça va pas, il y en a 4. C'est pour cela qu'on compte uniquement les cartes actions. Les cartes actions, c'est marqué ici. Voilà. Donc chaque carte action, je vous le répète, vient avec sa carte soutien, mais pour la constitution et l'amélioration d'un deck, on ne compte que les cartes actions, pas les cartes soutien. Voilà. Donc ça, c'est la constitution d'un deck. On va revenir comment on joue à ce jeu quand on va commencer la partie. Il n'y a pas de souci. Mais c'était juste pour vous expliquer comment est-ce que fonctionne un deck et comment on le constitue et surtout comment on l'améliore. Donc les decks sont préconstitués.
Hein. Peut-être qu'on pourrait s'amuser à construire des decks pour des héros. Avec une limite qui est importante, vous voyez ici, il y a l'icône, il y a le visage de Roland. Donc cette carte-là ne peut absolument pas aller dans le deck ici de Valora, puisqu'elle est propre à Roland. Voilà, c'est juste une limite que l'on peut faire. Voilà, que l'on doit tenir en compte. Voilà, lancer de météores. Donc pareil, il y a des cartes de puissance, hein, des cartes d'agilité et des cartes de sagesse, hein, en fonction des couleurs. Voilà, chaque héros vient donc avec ceci. Il y a ici une caractéristique dont je ne vous ai pas parlé. Ici, ça, c'est l'armure de base du héros. Vous voyez que Valora démarrera chaque combat avec 0 carte armure, ici, et que Roland va démarrer chaque combat avec une carte armure. On va y venir pendant le combat à ceci. C'était juste pour vous présenter les héros. Donc, on choisit nos héros de départ. On a parlé un peu des cartes soutien et des cartes action. C'est très bien. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais mettre ceci de côté parce qu'il nous reste une chose à faire importante à préparer avant de démarrer la partie. On va aller s'intéresser ici au sac du destin. Voilà. Donc le sac du destin, et ça c'est une mécanique qui appartient à ce jeu, c'est grâce à ce sac que nous allons savoir qui joue ou qui ne joue pas dans le jeu. Que ce soit les héros, quel héros, et surtout l'ennemi. Alors pour le sac, prenons ce sac, on va le vider, et hop, à l'intérieur vous voyez qu'il y a plein de jetons, et ça c'est génial. Donc on va mettre de côté ces jetons là, et on va s'intéresser à ces jetons-là. La mise en place de ce sac ne bougera pas pendant toute l'aventure, à part si l'on retire et que l'on rajoute des héros. Parce que c'est tout à fait possible de le faire dans une partie de Kinfire. Donc on va mettre d'abord ces jetons-là. Ces jetons-là, numérotés de 1 à 12, eh bien ça, c'est le jeton d'activation propre au monstre, et il va s'en servir pour activer des capacités. Vous voyez ici en haut des jetons qui correspondent à ces numéros. Voilà. Donc ça, on y viendra lors de la mise en place et lors de la partie. Il y a un rapport entre les deux. Un jeton 7 va activer une capacité 7. Ici, voilà. En gros, c'est ça. Donc ça, il faut le faire. Ici, on a des jetons ténèbres. Il faut en mettre 2. Ici, on a des jetons cœur, comme ça. Des pions cœur qui vont, eux aussi, servir pendant la partie. Cette mise en place-là ne change pas. Ça concerne le monstre, les ténèbres et ces jetons cœur qui vont permettre d'activer des héros. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, c'est-à-dire du nombre de héros choisis, on va mettre des pions de héros dans le sac. Pour une partie à 4 éclaireurs, on va mettre 3 pions de chaque éclaireur dans le sac. Pour une partie à 3 éclaireurs, et oui, on est des éclaireurs, pas des héros, il faut que je dise éclaireurs, on va mettre 4 pions dans le sac. Et pour une partie à 2 éclaireurs, on va mettre 6 pions éclaireurs dans le sac. Voilà. Et ça, c'est la méthode d'activation des ennemis et des héros. C'est un point qui, d'après ce que j'ai lu, et puis c'est vrai que, bon, on pourrait y avoir joué, qui peut poser problème dans ce jeu. C'est, pour le moment, moi, c'est vrai qu'au début, ça m'a un peu frustré, je vais vous expliquer pourquoi, mais finalement, ça peut s'équilibrer. Alors, je vous dis que j'ai joué en solo. Pour ce point-là, je vous explique vite fait le problème. Le problème, c'est que lorsque on va jouer, et à chaque début de tour, on va aller piocher ici un jeton. Donc, je vais piocher un jeton, ici. Et là, on va avoir le héros qui va s'activer pendant ce tour. Donc, il prend son tour, il joue. On met ce jeton-là dans les jetons utilisés. Ici, il y a un emplacement, et on le met là. On sait que là, celui-ci ne sera plus tiré. Ensuite, on va aller continuer. Hop, on va faire vraiment en live. Hop, on va aller tirer un autre jeton. Ici, on a un jeton de ténèbres. Ça, c'est l'ennemi. Donc, il va activer la capacité sur sa fiche qui correspond au jeton de ténèbres. On le met ici, et ainsi de suite. Et là, vous voyez que comme c'est un tirage aléatoire, eh bien, il se peut que... Donc ça, c'est un pion cœur. Un pion cœur, c'est un pion qui va être mis sur la piste temporelle, hein, et qui va nous permettre d'activer n'importe quel héros.
Donc ça, c'est heureusement que ça existe. Donc, cette piste temporelle, parlons-en vite fait, lorsqu'elle est remplie de pions ici, d'ailleurs, ce pion-là doit être mis ici aussi, excusez-moi, c'est une erreur, lorsqu'elle est remplie, lorsqu'on met le quatrième pion, donc soit un pion cœur, soit un pion de ténèbres, il n'y a que ces pions-là qui vont ici, eh bien, on va faire une remise dans le sac, c'est-à-dire qu'on va prendre tous ces pions-là, tous les pions qui sont ici, et on les remet dans le sac, c'est une façon de faire renouveler le sac. Donc, où j'en étais? Lorsque on joue, eh bien, il se peut qu'un joueur, par exemple là, c'est encore un, hop, le monstre qui s'active et ainsi de suite, il se peut qu'un joueur, ne joue pas pendant un certain temps. Il se peut qu'un joueur joue tout le temps. Il se peut que l'ennemi joue 4-5 fois d'affilée. Tout est possible. Hein. Mais bon, plus on enlève de jetons, moins l'ennemi va jouer. Mais il aura joué quand même 4 tours et ça frappe fort. Ça frappe très fort. Et donc, il se peut que dans des parties et dans des combats soient abrégés parce que, par exemple, l'ennemi s'est activé 4-5 fois de suite et qu'il nous ait tatané une cible, c'est-à-dire un éclaireur. Et que l'éclaireur meurt, et quand un éclaireur meurt, le combat est fini. Voilà, par exemple, il se peut que ce soit, par exemple, ici Roland qui s'active 4 fois de suite, 5 fois de suite. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et que l'autre joueur soit là et ne joue que des cartes soutien pour soutenir. Alors, j'ai lu que, oui, ça pouvait énerver certains critiquent ce système-là. C'est vrai que ça peut poser souci. Bon, pour le moment, moi, je l'ai accepté. Parce que je joue en solo, peut-être que c'est plus acceptable, puisque je joue tout le temps. Il se peut que sur des parties de 4 joueurs, ça me frustre un qui n'a pas joué depuis 5-6 tours, quoi. Et qui ne fait que jouer des cartes soutien. Donc voilà, c'est un point qui peut porter à discussion sur le déroulé du jeu. On va le voir pendant la partie, vous ferez votre avis en vous imaginant être des joueurs différents. Voilà. Parce qu'en solo, ça ne pose pas en soi grand problème, sauf quand l'ennemi s'active 4-5 fois de suite et qu'il nous tape. Moi, j'ai perdu des combats comme ça, mais ça fait partie du jeu, ça amène un petit truc qu'il nous faut arriver à accepter. C'est toujours pareil dans des mécaniques qui sont différentes des autres, elles ont des points positifs et des points négatifs, mais l'ensemble s'équilibre finalement entre le négatif et le positif, le yin et le yang. Ouais. Il faut arriver à accepter. Si on n'accepte pas ça, il faut pas acheter ce jeu, puisque c'est la base des combats, ça, ce tirage de pions. Alors, certains vont dire oui, mais on peut améliorer ceci. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Moi, je suis pas comme ça. Je ne pense pas. Je n'aime pas améliorer les jeux. On le prend comme il est. Hein. Si il convient pas, à quoi ça sert d'améliorer? 150 balles. Oubliez ça. Tu vas pas améliorer un jeu, toi, en tant que joueur, qui a coûté 150 balles. Donc, ça te convient ou ça te convient pas, cette mécanique-là. Voilà, c'est tout. Il faut en avoir conscience quand on part là-dessus. Mais on va le voir dans la partie. Donc, ça, c'était la mise en place du sac. Ce sac-là, comme je vous l'ai dit, ne bougera pas. Les jetons resteront là-dedans, sauf si on ajoute ou on enlève un héros. Et à ce moment-là, on modifiera avec le contenu. Pour continuer et terminer la mise en place ici, eh bien, on va aller s'intéresser à ces cartes état ici. Nous avons des cartes état de différentes sortes. On a des blessures, des affaiblissements, des étourdissements, des pièges. Ici, des armures. Ce n'est pas une carte état, hein, ça c'est une carte armure. On va y venir. Je vous en ai un peu parlé lors de la description de la fiche d'éclaireur. Et ici, on a les cartes fatigue. Ces différents états sont très intéressants et entrent en compte lors des combats. La fatigue, vous allez voir que c'est un peu particulier. En fait, une carte état a deux faces. Une face qui va s'adresser au monstre et une face qui va s'adresser au héros. Donc, lorsqu'un héros prend un état temporaire, ici blessure par exemple, il va la mettre dans sa main. Attention, c'est dans sa main. Et puis, on aura un descriptif de cette carte qui va le pénaliser. Lorsque un monstre va prendre une blessure, vous allez voir comment se constitue une fiche de monstre, il va la mettre sur une de ses capacités. Et lorsque cette capacité s'enclenchera, eh bien, la blessure qui est la carte état qui est posée dessus va s'enclencher avant que la capacité s'enclenche parce qu'on la pose dessus. Donc là, par exemple, s'il active une capacité qui contient une carte état, enfin, sur laquelle est posée une carte état, on va d'abord enclencher ça, il va prendre 2 dégâts, puis on défaussera la carte. Voilà. Donc c'est 1, 2, 3, 4 cartes état fonctionnent pareil. On va les positionner pour le monstre sur ses capacités, pour les héros, on va les mettre dans la main, et puis il y aura des conséquences. Il y a une carte état qui est différente, c'est la fatigue qui est assez contraignante, je vous le garantis. Cette carte fatigue, lorsqu'un héros, et ça, elle ne s'adresse qu'au héros, lorsqu'un héros va la prendre, il va la mettre dans sa défausse. Voilà.
Vous allez voir on joue avec une main de 7 cartes, il y a une mécanique qui fait qu'à un moment donné, on va renouveler notre deck, et puis, c'est-à-dire qu'on va devoir défausser des cartes, et puis renouveler notre main à 7, ça va enclencher des choses. Eh bien, cette carte fatigue va rentrer là. Elle va nous faire perdre des dégâts lorsque on va défausser une main avec des cartes fatigue. On va perdre un point de dégâts, un point de vie par carte que l'on va défausser au moment où on refait notre main. Voilà, bon, ça vous parle peut-être pas parce que vous connaissez pas trop encore la mécanique, mais c'est très embêtant et on ne peut pas s'en débarrasser, mis à part aller se reposer à l'auberge. Alors, regardez, c'est marqué. Retirez cette carte de votre deck lorsque vous vous reposez à l'auberge. Donc on les garde jusque-là. Alors il y a d'autres façons, il m'est arrivé de pouvoir en défausser autrement, et c'est très bien, j'étais assez content, c'était lors d'une quête je crois. Voilà, donc ça ne quitte pas notre deck, ça va venir le polluer et nous faire perdre des dégâts lorsque le cas va se présenter. Donc on a ces cartes statuts-là à mettre en place, on a sur ce côté-là, un descriptif du déroulement des combats, c'est tout à fait correct, on a la piste temporelle, je vous en ai parlé, et on a ici les jetons de destin. Ces jetons de destin, eh bien, c'est un petit point qui va nous permettre de mitiger le sac du destin. On n'en a pas beaucoup. On va démarrer notre quête avec 2 jetons de destin ici. Voilà, qu'on va poser ici. Lorsqu'on va utiliser un jeton de destin, on va le mettre dans une boîte qui s'appelle la boîte du néant. Ce qui veut dire que tout ce qui rentre à l'intérieur est absorbé par le néant et ne reviendra plus jamais de toute l'aventure. On reçoit par-ci, par-là, des jetons de destin. Voilà. Quoi qu'il en soit, en début de combat, on peut, si on le désire, mettre à disposition des éclaireurs, des jetons de destin que l'on posséderait, jusqu'à un maximum de 3. Et lorsqu'on s'en sert, boîte du néant, c'est fini. Ça sert à quoi ? Ça sert à mitiger le hasard des pions ici. Lorsqu'on va défausser et mettre dans la boîte du néant un pion de destin, eh bien, on va pouvoir aller piocher 4 jetons ici et choisir le jeton que l'on veut. Voilà, donc ça permet de mitiger. Mais vous voyez, on n'en a pas beaucoup. On en gagne. Voilà, moi, j'en ai eu gagné. Ensuite, puisqu'on en est sur les pions, ici, on a des jetons Kinfire. Et ici, on a les pièces de monnaie. Voilà, c'est tout. D'accord ? Les jetons Kinfire, ici, ça va servir, on va les gagner en fonction de certains choix qu'on va faire. Et pour tel héros qui va les faire, eh bien, il va gagner un jeton Kinfire ou 2. Bon, pour le moment, je n'en ai gagné qu'un à la fois. Ces jetons Kinfire, on va les posséder et ils ne servent à rien, on ne peut pas les perdre. Pour le moment, de ce que j'ai compris, on ne peut pas les perdre. Ils vont nous servir à pouvoir acheter certaines cartes. Le Kinfire, c'est un pouvoir de lumière, vous avez vu. Donc certaines cartes, équipements ou armes, vont nous demander pour pouvoir les acheter et les introduire à notre deck, d'avoir tant de jetons Kinfire sur nous. Voilà, c'est à ça que ça sert. Je vous en dresse un portrait assez rapide. Il y a une carte dont je ne vous ai pas parlé, qui est dans le deck de chaque éclaireur et qui est différente pour chacun. C'est la carte Lanterne, ici. Donc, Lanterne de Kinfire. C'est une carte qui se recharge. Et chaque héros va démarrer un combat avec sa lanterne en charge, c'est-à-dire inutilisable. Lorsque ce héros va renouveler sa main, vous allez voir, eh bien cette carte sera chargée et va se retourner ici, avec un pouvoir propre à chaque éclaireur ici. C'est très puissant en général et ça fait du bien quand on peut l'utiliser. Quand on utilise la carte lanterne, on la retourne et donc elle revient en charge et elle se réactivera lorsque on refera notre main lors d'un combat, ce qui peut arriver 1 à 2 fois. Pour le moment, moi ça m'est arrivé comme ça. Ça, c'est une carte très importante et chaque éclaireur possède la sienne avec une capacité propre à chaque éclaireur. Voilà, on a mis le sac, je vous ai parlé de cette carte, on a vu les cartes état, et donc nous sommes prêts, les amis, à démarrer l'aventure et on va aller apprendre le jeu en jouant. Rappelez-vous, nous sommes une troupe d'éclaireurs qui sommes en train d'escorter une caravane de la ville de Denlux à un village appelé Vigna. Cette caravane transporte des ressources et donc pour démarrer la partie dans le tutoriel, il nous est demandé d'ouvrir le livret d'aventure qui est ici. Alors, c'est quoi ce livret ? Eh bien, c'est un livret qui contient toutes les aventures et les différents choix qu'on pourra faire lorsqu'on sera sur la route, sur l'aventure, et pas dans une ville ou un village. Donc, on prend ce livret d'aventure,
On l'ouvre, vous notez quand même la qualité de l'édition, c'est propre. On l'ouvre et on va à la quête numéro 1, en route pour Vina. Voilà, très bien, on y va. On la cherche, et ici, on a donc le texte d'ambiance qui nous explique un peu les circonstances et dans quoi on évolue. Vous noterez quand même le design qui est très beau. En route pour Vina. L'obscurité s'abattit. Toutes les étoiles dans le ciel s'éteignirent les unes après les autres. La panique fut générale. En l'espace d'une nuit, les terres elles-mêmes furent transformées et des milliers de personnes disparurent sans laisser de traces. Les nuits ténébreuses étaient de retour. Un seul flambeau subsistait dans ce chaos, le phare de Kinfire, de la cité elfique de Dinlux, qui baignait la région de sa lumière protectrice. Seules les personnes à portée du phare survécurent à cette première nuit ténébreuse. Ce fut notamment le cas de la grande armée qui assiégeait Dinlux. Sigra, la valétudinaire, la chef militaire de Dwarfell à la tête de ses troupes, accepta de baisser les armes, et en échange, la hiérophante Selene ouvrit les portes du refuge que constituait Dinlux. Cependant, Vath of the Tusk Creepers, le meneur d'un groupuscule de mercenaires orques, profita du contexte et organisa un coup d'état rapide et sanglant pour prendre le contrôle de Dinlux. Une paix relative fut trouvée avec Vath à la tête du conseil de la cité. Une nouvelle organisation vit alors le jour, la Guilde des éclaireurs. Vous incarnez une équipe d'éclaireurs, des membres entraînés au service de la population de Dinlux et équipés de lanternes de Kinfire. Ces conceptions magiques vous permettent de traverser l'obscurité des nuits ténébreuses, sans risque, ou presque. Vous faites vos débuts en escortant une caravane d'artisans et de prêtres se rendant à Vina, un village agricole voisin. La hiérophante Selene arrivera également sur place dans quelques jours afin d'allumer un nouveau phare. Ce dernier vise à protéger les villageois et les fermes, devenus essentiels à la survie de la cité surpeuplée. Alors que la nuit, ordinaire heureusement, commence à tomber, une ombre apparaît dans le ciel. Un cri strident vient briser le silence, suivi par le bruissement d'ailes puissantes. Une créature écailleuse et tout en longueur décrit des cercles au-dessus de vos têtes, puis atterrit devant vous. Une wyvern. Vous dégainez vos armes. Alors comme ça, une wyvern s'est mise en tête de nous empêcher d'accomplir notre mission. Tu vois ça, Varura? En garde et rentrons dans le combat. Eh oui, on est prêt à aller affronter cette wyvern. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tourne, on avance, ouvrez l'atlas, ouvrez l'atlas au plan 1, puis continuez avec 1-1. Et là, hop, on va faire ceci. Hop, alors ouvrez l'atlas au 1. Donc on est ici, et là on découvre ensemble la map sur laquelle on va évoluer, les amis. Et oui. Voilà, comme ça. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend le scénario 1. Et donc là, on va dans la boîte de jeu qui est là-bas, et hop, on sort ceci. La boîte scénario 1. Hop, tu veux pas, si elle veut, regardez. Hop, voilà. Bon, vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu parce qu'on va y passer la nuit, là. 1, oh, c'est un grand. Voilà, avec le même design que l'on a vu tout à l'heure, qui est très beau, hein? Un nid de wyvern. On est peut-être posé là-dessus. On va regarder ça en détail. Et puis on ouvre ça. Hop, délicatement pour ne rien abîmer. Et là, on sort tout le matos que contient ce combat. Voilà, il n'y a plus rien. Alors, j'ai quand même fait ce scénario une fois. J'ai déjà fait ce combat une fois. Donc ça, vous le tapez. Je vais le mettre là-bas. Voilà, ici. On va mettre de côté ceci. On va y revenir après.
Voilà, hein, il y a un petit agencement parce que mon espace est assez réduit de toute façon, mais c'est pas très gênant. Voilà. Donc à l'intérieur, on a quoi? Eh ben, on a la fiche de la Wyvern, de notre boss que l'on va combattre. On voit son image, on voit ici ses points de vie, on voit ici son jeton ciblage que l'on a dans la planche à dépencher. Donc il manque des jetons, c'est quoi? C'est des jetons ici. Ah, mince, j'ai oublié, je vous en ai parlé, c'est ceux-là. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié Kinfire. Voilà, les jetons Kinfire qui étaient là. Des jetons pièces qui étaient ici. Voilà. On a ici un compteur de points de vie d'ennemis dont je ne vais pas me servir parce que j'en ai déjà dépunché d'autres. On a ici le punchboard de la Wyvern pour la positionner sur le plateau. Et on a ici son jeton cible qui va aussi servir comme trophée. Et ça, c'est intéressant parce que ce trophée-là, on va pouvoir le revendre dans une shop. Cela ne m'est pas encore arrivé comme me le propose, mais ça arrivera, c'est marqué. Donc, si on la gagne, on va le garder avec nous et on va pouvoir le vendre ou alors s'en servir pour fabriquer des équipements ou autres auprès de personnes. Ça. Ensuite, avec ceci, on a un paquet de cartes que l'on va consulter uniquement lorsque, eh bien, cela nous sera demandé. Donc je le mets de côté. Voilà, on démarre avec ça. On a des socles prévus pour les... Ici, vous voyez que je m'en suis déjà servi. On ne voit pas trop de marques. Donc c'est bien, ça n'abîme pas trop le matériel. C'est à signaler quand même. Et là, donc, on va s'intéresser à ceci. C'est tout ce qu'on a. Hein, voilà pour ce scénario-là. On va s'intéresser à ceci. Donc, point de vue, je vous ai dit, jeton ciblage. La façon dont la Wyvern va avoir de cibler nos éclaireurs. Donc là, elle va cibler le plus de cœurs. On a ici ses capacités. Et c'est là que tout va se jouer. Et c'est là-dessus qu'on va venir positionner des cartes état dont je vous ai parlé. Et ces cartes état seront activées avant d'activer la capacité ici. Vous voyez que d'entrée, elle tape très fort. Voilà. Donc on a ceci. Et pour le moment, on n'en sait pas plus. Les amis, on va poser ça ici. Et pour en savoir plus, eh bien, on va aller consulter le paquet de cartes et ce que nous dit ici le livret d'aventure. Mais avant cela, on va donc mettre à jour nos éclaireurs. Nos éclaireurs vont commencer avec une main de 7 cartes. Donc, on a un deck de 18 cartes que l'on prend à chaque début de combat. Il faut faire ceci, les amis. Nous mélangeons donc le deck de chaque éclaireur avec une conscience très approfondie, n'est-ce pas? On essaie de faire ça bien parce que c'est très important. Et là, on va constituer notre main de 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Ça va être notre pioche. On la met à côté du plateau et on va démarrer la partie avec ces cartes. On va les regarder ici. Une chose importante lorsque l'on constitue notre main au départ et même pendant le combat, on va les retourner. Et si dans le deck, on regarde et que l'on n'a pas de carte action, on est obligé de défausser et de repiocher cette carte. Voilà. Bon, ça ne m'est jamais arrivé encore. Et voilà. Donc on va démarrer avec ces cartes-là. On fait pareil pour Roland World Forger. Eh oui, c'est le forgeur du monde, hein, c'est ça, non? Non, World, je sais plus, je suis nul en anglais. Parce que World, avec un L, c'est le monde, mais World sans L, je sais pas. Je suis pas bon. Qu'est-ce que je suis pas bon? Bon, bref, le deck est mélangé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça pioche. Et son deck, on vérifie qu'il y ait des cartes actions. Oui, j'en vois une, donc c'est bon. Ensuite, on positionne ici la 4. Lanterne qui est sortie du deck, elle est toujours là, côté lanterne en charge. Très bien pour ça. Ensuite, on va prendre ici les compteurs, le plateau de vie de chaque héros, et on va le mettre à son maximum de départ. Alors, il y a deux marqueurs. Donc, vous voyez ici, hop, ici, tac, tac, voilà. Ça, c'est si l'on joue à plus de 2 joueurs. On va être à 10 points de vie. Si l'on joue à 2 joueurs, on va être à 15 points de vie. Ça se voit ici. Donc, pour lui, c'est 15 points de vie lors de ce combat. Pour Valora, on va aller voir 12 si on est à plus de 2 joueurs. Oui, et 17. Donc elle a plus de points de vie que Roland. 17 points de vie si on est à 2 joueurs. Ensuite, on va regarder ici le nombre de cartes armure que le héros, que l'éclaireur va posséder pour Roland. C'est une carte. On va la mettre dans sa main. Voilà, très bien. Où elle est sa main? Elle n'est pas là. Attendez voir. Sa main. Oh là, ça m'a échappé, j'arrive.
Voilà qui est récupérée. On va la mettre donc dans sa main. Qu'est-ce que c'est quoi cette carte armure? Eh ben c'est ça qui va nous protéger des dégâts. Et on va en avoir besoin. Donc là, lorsqu'on subit des dégâts, on subit un dégât de moins par carte armure dans votre main. Puis, on va défausser une carte. Lorsque vous défaussez une carte, remettez-la dans la piste des cartes inutilisées, ici. Voilà. D'accord? Dans la pile des cartes inutilisées, ici. Alors ça veut dire quoi? Que plus on va avoir de cartes armure en main, plus on va pouvoir se protéger. Mais qu'à chaque fois qu'on va se protéger, justement, on va en défausser une. Si j'ai 3 cartes armure dans la main, je prends une attaque, eh bien, je vais pouvoir parer 3 dégâts. D'accord? Mais je vais défausser une carte. Ce qui veut dire que la prochaine fois que je vais prendre des dégâts, si je n'ai pas retrouvé de carte armure, eh bien, je vais pouvoir parer uniquement 2 dégâts et je vais défausser une carte. La prochaine fois, après, je ne pourrai parer qu'un dégât et je vais défausser une carte et après, je n'aurai plus d'armure. Voilà comment ça marche. C'est très bien pensé, ce système-là. Très bien pensé. On regarde sur le plateau de Valora, petite coupure. Donc, elle a plus de vie, ouais, mais elle n'a aucune armure au départ. Donc ça c'est fait, et là on a nos 2 éclaireurs qui sont prêts. Maintenant on va aller constituer l'ennemi et savoir où est-ce qu'on se place. Donc on prend le jeton de ciblage ici, on le met là. On prend un compteur de points de vie du monstre, on le met là, et on le met à 30, puisque c'est les points de vie de la Wyvern. Ok, 30. Le matos c'est quand même de bonne qualité, hein, franchement. Hein. Voilà. Allez, hop, on va le mettre de ce côté. Attendez, je vais pousser ça comme ça. On va essayer que ça ne se casse pas la figure. Et voilà, c'est très bien. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, là? Lui, où il va? Et à ce moment-là, on va lire le 1-1, puisque nos éclaireurs sont prêts. On a mis nos 2 pions de destin ici, parce que j'ai décidé d'en mettre 2. Je pouvais en mettre qu'un si j'avais envie. Je n'en ai que 2 à ma disposition pour la quête 1, donc je les mets. Voilà, très bien. Et on va aller lire, les amis, ce qui nous attend. Alors, le problème de ça, alors à la base, dans ce jeu, c'était des cartes. Là, on est sur la 2e édition. Donc là, ils ont fait ce carnet. Et il faut quand même aller se masquer le reste. Hein. Il faut pas vouloir tout lire parce que sinon, on va se spoiler. On a ceci que l'on peut poser là pour savoir à quelle page on est. Vous voyez? Donc là, on y va. Tandis que vous brandissez vos armes pour affronter la Wyvern, un frisson vous parcourt l'échine. Vous avez une sensation de déjà-vu et d'accomplissement. Comme si vous aviez attendu ce moment toute votre vie. Oui, nous l'attendions. Vous recevez 2 jetons de destin. Voilà, c'est marqué ici. Donc je les ai mis. Détachez-les de la planche cartonnée de la quête 1, ça c'est parce que c'est le tutoriel, hein, et placez-les sur les espaces dédiés à côté du plan. C'est fait. Ensuite, continuez avec 1-2 et référez-vous au livret de règles, les combats de la quête 1 pour en savoir plus sur la mise en place d'un combat et son déroulement. Je vous en ai parlé déjà. Donc on est là. On est ici, donc on met ceci ici pour se rappeler qu'on est là, voilà. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on regarde ici. Donc là, on voit quoi? On a ces jetons là-bas, à les positionner sur les capacités. Hop, on se rapproche un peu. Et donc on voit qu'on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 en face de la capacité ici. D'accord? Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça veut dire que lorsque dans le sac du destin, je vais piocher 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est cette capacité qui va s'activer. Voilà, ça ne bouge pas, ça reste là tout le combat. Ensuite, en dessous, on a 6, 7, 8, 9 et le jeton ténèbres. 6, 7, 8, 9 et le jeton ténèbres ici. Voilà, et ensuite, on a 10, 11, 12 pour la 3e capacité. C'est aussi simple que ça. Voilà, là, on sait comment il va s'activer. D'accord? Et on a les détails de chaque attaque. Ici, la Wyvern s'élance brusquement et essaie de refermer ses mâchoires gigantesques sur vous. 8 dégâts, l'épée veut dire que c'est au contact, donc il faut qu'elle soit dans notre zone. Une zone, c'est délimité par ces traits ici, d'accord? Voilà. Ensuite, on a la 2e capacité, donc là, elle nous met 8 dégâts, c'est fort. La 2e capacité, à l'instar d'un fouet, la queue monstrueuse de la Wyvern s'agite dans tous les sens, percutant quiconque se trouve à portée. Donc dans notre zone, elle mettra 4 dégâts, et vous voyez que cette icône d'épée qui est entourée de noir, comme ça, veut dire que tous les éclaireurs dans la zone vont subir 4 dégâts. À la différence de celle-ci, où là, elle ne cible qu'un héros. Ici, nous avons la dernière capacité. Battant des ailes, la Wyvern décrit des cercles dans le ciel avant de plonger en piqué. Celle-là est assez intéressante car elle va permettre à la Wyvern de défausser tous les états présents sur le plateau. Puis, elle rejoindra directement la zone de sa cible. Voilà. Donc la cible, c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Que si on a des cartes ici, tout va dégager. Voilà.
si nous, on y a posé des effets statuts dessus, tout va dégager. Voilà. Donc ça c'est fait, on a mis ça. Ensuite, on va revenir sur le plan ici et on voit le jeton ici de la Wyvern. Donc ça veut dire qu'elle va démarrer ici. Très bien. Et ensuite, ici, on a des traces de pas. Voilà. Donc, on ne peut placer d'éclaireur que sur les traces de pas au départ d'une partie. C'est des paires de pas. Par paire de pas dans une zone, on peut mettre un éclaireur. Il se peut que, par exemple, dans une zone, il y ait 2 paires de pas. Ça veut dire que 2 éclaireurs peuvent démarrer là. D'accord? Donc là, c'est un éclaireur par zone. Ok? Après, il y a des petites nuances de déplacement. Dans le jeu, ensuite, 2 éclaireurs peuvent tout à fait se retrouver dans la même zone. C'est ce qu'espère d'ailleurs la Wyvern, puisque avec cette attaque-là, elle peut cibler tous les éclaireurs. Donc là, on a à choisir entre ici, ici, ici et ici pour démarrer. Il faut savoir que un ennemi et un éclaireur en déplacement n'ont que 1 de base. Ça veut dire qu'ils ne peuvent se déplacer que de 1. Voilà, à part bonus. On peut effectuer, nous, les éclaireurs, le déplacement après ou avant avoir fait notre action. La Wyvern, elle, se déplacera avant de faire son action. Voilà, pas après. Donc voilà, c'est très simple. Je veux dire, il y a pas de zone, il n'y a pas de ligne de vue, il n'y a pas de... Voilà, c'est très, très, très intuitif et très simple à jouer. Donc là, c'est à moi de positionner les héros comme je le souhaite. Eh bien, écoutez, je vais me positionner comme ceci. On va les faire démarrer, on peut pas parce qu'il n'y a qu'une paire de pas, donc il faut absolument que ce soit comme ça. Ouais, laissez-moi réfléchir parce qu'il y a une compétence de Valora qui dit que quand elle entre dans une zone sans ennemi, elle peut désigner un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone. Donc, si par exemple elle fait ça, eh bien, rayon d'une zone, là il y aurait ici Roland qui pourrait gagner une armure. Voilà. Cet éclaireur reçoit une armure. Donc on va la mettre là, et puis on verra bien. Donc on a nos 2 héros qui sont prêts. Ils peuvent parer au moins une attaque, car la Wyvern a qu'un déplacement, donc pour les rejoindre, et vu qu'elle n'a que des attaques au corps à corps, eh bien, on est tranquille pour un premier tour. On va quand même jeter un coup d'œil à ceci, parce que moi j'aime bien, franchement, j'aime bien le design. C'est très beau. Je vous l'ai montré rapidement, mais quand même... Je trouve que c'est très 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 joli. Donc on voit que ça a déjà saigné, ça fait c'est son spot apparemment, et je pense que ça c'est son nid, je pense. Bon, il y a un squelette, mais elle a fait son nid sur peut-être son mari. Est-ce qu'on dit ça pour les Wyvern? On voit quand même il y a des ossements humains aussi, donc on la dérange. Hein, c'est pas pour rien qu'elle nous attaque. Elle nous attaque pas pour le plaisir, hein, de ce que je vois. Donc c'est assez joli, je trouve, franchement, pour démarrer un combat. Donc on remet la Wyvern et on remet nos 2 héros ici, nos 2 éclaireurs. Voilà. Ensuite on va se reporter sur le plan puisqu'on a fait la mise en place, et là on va lire. Si les points de vie d'un éclaireur tombent à 0, la quête se solde par un échec et on continue à 1-3. Si les points de vie de la Wyvern tombent à 0, continuez avec 1-4. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes qui vont arriver. Donc là les amis, le combat démarre. Et ouais. Donc on peut placer ça, si on le souhaite, ici, pour se rappeler qu'on en est là. Voilà, ici, au 1, 2. Et puis c'est parti mon kiki, comme on dirait. C'est parti mon kiki. Donc, allez, hop, hop, hop. On a tout ce qu'il nous faut pour démarrer. On va regarder le deck de Roland Worldforger. Il a son armure, ok. Ensuite, il a une action coup opportun. Alors, vous observez patiemment l'ennemi et attendez le bon moment pour bondir et frapper de toutes vos forces. Une attaque au corps à corps, donc dans la même zone. Un dégât, plus 2 dégâts supplémentaires par état présent sur le plateau de votre cible. Pour le moment, elle n'en a pas, donc ce ne serait pas intéressant de la jouer maintenant. Vous voyez qu'il y a une tache noire entourant ce dégât-là. Chose que l'on n'a pas, par exemple... Ouais, bien sûr, je ne l'ai pas. Oh putain, je l'ai. Voilà, il n'a qu'une carte action, lui. Non, 2. Ouf, mince. Bon, ok, ben tiens, on va voir quelque chose de très important rapidement, quand c'est lui qui va jouer. Donc, je vais vous montrer sur le deck ici de Valora. Donc, toujours pareil, un dégât avec une tâche, d'accord. Et là, on voit un arc. Donc ça, c'est à distance. Ça veut dire que elle ne peut toucher que si elle est à
une zone de distance. Si elle est ici, elle ne peut pas se servir de cette attaque. Si elle est ici, elle peut se servir de cette attaque. C'est ça l'attaque à distance, c'est très simple. Donc elle met 2 dégâts et vous voyez qu'il n'y a pas de tache noire. Eh bien, ça signifie quoi? Ça veut dire que si on met une attaque avec une tache noire, eh bien on va devenir la cible prochaine du boss. Là, de la Wyvern. Si on attaque avec une attaque comme ça, là, ça ne change pas la cible. Ce qui me fait penser que normalement, on doit mettre en place la cible ici. Donc là, on va regarder, son jeton ciblage, il va aller sur le plateau de celui qui a le plus de points de vie. Le plus de points de vie, eh bien, c'est Valora, puisqu'elle en a 17, et que Roland en a 15. Voilà. Donc on va mettre le jeton ciblage ici, sur le plateau de Valora. C'est elle que va cibler la Wyvern. Et elle ne ciblera qu'elle. Si, par exemple, elle est sur une zone qui contient Roland, et que sa cible c'est Valora, eh ben elle n'attaquera pas Roland, elle ira attaquer Valora. Point barre. Voilà, c'est comme ça, et c'est pas plus compliqué, c'est génial. C'est pour ça que je vous disais qu'il est assez rapide à prendre en main, parce que on se prend pas trop la tête. Voilà. Donc le fait d'attaquer avec une arme, avec un nuage noir, ferait passer, si Roland attaque, c'est le jeton cible, ce sera Roland qui le prendra, et ce sera lui la cible. Voilà, donc là je pense que j'ai tout dit. Rentrons à présent dans le combat. Allez, c'est parti mon kiki. On y est. Donc ouais, j'ai rien oublié. Allez, c'est parti, on va voir qui va s'activer en premier. Alors tout peut basculer. Tout peut basculer. On y va. Hop. Tac, c'est à Valora de jouer. Belle boule Valora. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, sa capacité, c'est chaque fois que Valora entre dans une zone sans ennemi, elle peut désigner d'une zone. Ok. Vous avez compris, c'est pas grave. Donc, c'est elle la cible du monstre. On voit qu'elle a 2 cartes action, 3 cartes action. Donc, c'est uniquement celle-ci qu'elle va pouvoir jouer pendant son tour. La rune. Ah bien. Voilà, vous dessinez un motif complexe dans le vide, l'énergie vient former des chaînes qui entravent l'ennemi, tandis que des pics apparaissent tout autour de lui, et oui, c'est le piège. Le piège, ça va permettre d'empêcher la Wyvern de se déplacer, ça peut être excellent. Excellent. Donc, on va faire ça, je pense. On va lui mettre un piège, parce que la flèche d'acide, ouf. Après avoir attaqué, placez un dégât sur jusqu'à 3 capacités actives de votre cible. Donc, c'est intéressant aussi, parce que là, elle peut faire 3 dégâts. Puisque, capacité active. 1, 2, 3. Une capacité active d'un ennemi, c'est quoi? C'est une capacité qui est désignée par des jetons comme ça d'activation. D'accord? Donc là, elle en a 3, ce qui ferait qu'avec cette action, qui tape pas fort, au final, elle devient la cible, mais elle l'est déjà. Et elle permet de placer un dégât sur jusqu'à 3 capacités actives. Mais ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'on va placer ces blessures, pardonnez-moi. 3 cartes ici. 1, 2, 3. Et donc, lorsqu'une de ces capacités va s'activer, eh bien, il y aura un dégât. Alors, ça fait pas beaucoup, mais ça peut être pris en compte par des cartes que Vorn a aussi. C'est toute une synergie entre les héros. Mais là, dans un premier temps, on va plutôt restez sur ce que j'ai dit. Ouais, on commence là, donc faut être prudent parce que ça peut partir en vrille rapidos. On va utiliser plutôt celle-là et lui mettre un piège. Mais sur quelle capacité? C'est ça. Ah oui, là on ne sait pas. Mais ça. Donc. Et c'est parce que si je mets le piège ici et qu'elle n'active pas cette capacité, elle va se déplacer. Et là, Valora, elle tape à une zone de distance. Et j'ai pas sa carte qui lui permet d'attaquer à 2 zones. Parce qu'elle a une carte que je peux activer, mais elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Non. Je sais pas quoi faire. Vous voyez que c'est d'entrée, que je vous disais que c'est un peu tactique, il faut pas rater son départ. Parce que, encore une fois, je vous dis, recevez... Bon, on va faire ça, on va pas se prendre la tête. Allez, on va faire ça, on va rester dans notre stratégie. Elle joue flèche éclair qui lui permet de mettre 2 dégâts et de recevoir un déplacement supplémentaire. De base, elle en a un. Là, ça va être intéressant. Parce que elle se déplace de 1. Blam, elle arrive ici, elle est à portée. Elle met 2 dégâts. Tiens, j'avais bougé le compteur. Ah oui, je sais pas ce que j'ai fait. Donc, parfait. 28. Ok. Donc, ça, c'est bon. Pourquoi
qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'à un moment donné, j'ai coupé la vidéo et puis... Donc, 2 dégâts, c'est fait. Attention, c'est important, elle a un déplacement supplémentaire. Donc, mais, chaque fois que Valora entre dans une zone sans ennemi, elle peut désigner un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone. Cet éclaireur reçoit une armure. Elle vient de rentrer ici sans ennemi, elle est à une zone 2. Roland, donc elle lui donne une armure. Et yes, Roland a désormais 2 cartes armure. Elle utilise son déplacement supplémentaire pour reculer ici. Et donc là, elle arrive pareil, hein, dans une zone où il n'y a pas d'ennemi, à une zone, Roland prend une autre armure. Et ouais, ça c'est super important. Le voilà à 3 cartes armure. Il faut rien oublier, vraiment, hein, rien oublier. Donc là, elle a joué son tour, elle a mis 2 dégâts, elle a utilisé ses compétences, c'est parfait, elle a défaussé sa carte. Action ici, vous le voyez, c'est parfait. À présent, allons voir qui s'enclenche. Ça c'est bien, hein, de la part de Valora. Moi, je suis assez content de son tour. Maintenant, qui c'est qui attaque? Ok, donc là, ben ça c'est quoi? Ben ça c'est un pion ténèbres que l'on va positionner sur la piste temporelle là-bas et on va aller voir que c'est cette capacité qui s'active. Et là, donc c'est la capacité dont je vous ai parlé. Il va taper en zone, la Wyvern. Il va cibler sa cible, c'est Valora. Donc il va se déplacer de 1 vers Valora. Bam, il n'y a personne, c'est fini pour lui. Ok, vous voyez que c'est quand même assez simple comme jeu. Allez, on est parti. Hop, tac. Tiens, un cœur. Alors là, ça c'est... Et au fait, les rappels, je vous l'ai dit, sont ici. Et puis là, les cartes soutien sont ici aussi, comme ça, c'est parfait. Vous voyez? Donc ça, c'est super. On a un rappel complet. On peut jouer clé en main, quoi, presque. Donc là, on va le mettre là. Bam. Je vous rappelle que quand la piste est pleine, on remet tous les jetons dans le sac du destin. Et là, on choisit un héros qui va s'activer. Alors, lequel? Il serait intéressant que ce soit Roland qui devienne la cible. Donc, il faudrait jouer une carte comme ça. Peigne porte-bonheur, c'est une action. Qu'est-ce que c'est? C'est une action gratuite à donner. Ah, voilà, très bien. Donc, il va jouer. Est-ce que j'ai une carte à installer? Puisqu'ils ont des cartes à installer, comme celle-ci. L'action protection reste en jeu jusqu'à ce qu'une autre carte, jusqu'à ce que je choisisse de mettre une autre carte comme ça, protection. Donc, tant que cette carte est en jeu, chaque fois que l'ennemi défausse un état, il subit un dégât. Et ça, c'est parfait, c'est une action gratuite. Donc, je réalise une action après celle-ci. Donc, je mets en place Roland, c'est lui qui s'enclenche. Ouais, on va le faire jouer ça. Il met en place sortilège drainant. Hop, je le pose. En fait, moi, c'est ce que je fais. Je le pose ici, puisqu'il n'y en a qu'une à la fois qui peut être active. C'est là, pour pas l'oublier. Ok. Ensuite, on a vu qu'il avait le peigne. Donner 2 cartes affaiblissement à un ennemi. Et donc, on va le faire. C'est une action gratuite. Donc, je réalise une autre action après celle-ci, instantanée. À savoir que dans un deck, on ne peut avoir que 2 cartes instantanées maximum dans tout le deck. Donc, si on en achète une, ben, il faut en virer une. Donc, on met le peigne. Ancêtre, accompagnez-moi, murmure Roland, en tenant le peigne à barbe que son oncle lui a offert il y a bien longtemps. On défausse et on donne ici. Ça, c'est très très intéressant. On donne 2 cartes affaiblissement. C'est quoi affaiblissement? Lorsque cette capacité se déclenche, défausser cette carte, les attaques de cet ennemi infligent un dégât de moins pendant ce tour. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le mettre, les 2 cartes, je vais les mettre ici. Parce que ça se cumule. Hop, hop, voilà. Ok. J'aurais pu mettre ici aussi, hein, mais là on a 8 dégâts, c'est chaud quoi. C'est chaud. Bon, il faut pas que ça tombe là-dessus, sur lui, parce qu'il va défausser tous ces trucs, mais bon, il prendra quand même un dégât, puisque j'ai sortilège drainant. Vous avez compris? Oui, je l'espère. On y va. Alors, maintenant, eh bien, regardez, c'est intéressant. J'ai joué ces 2 cartes là. J'ai celle-ci qui ne me sert pas. Il ne lui reste plus qu'une action. Donc là, il va se déplacer. Blah, dans la zone, il n'y a pas peur, Roland. Il y va et il enquille un dégât, celle-ci, avec cette tache noire de ténèbres, ce qui fait qu'il devient la cible de la Wyvern à présent. Hop. Et c'est très bien, puisqu'il a la protection, et que il va infliger 2 dégâts supplémentaires par état présent sur le plateau de votre cible. C'est pas du combo, ça? C'est pas du combo! Donc 2 dégâts, donc 1 dégât, plus 2 par état, et on sait qu'il y en a 2, ça fait 4, donc ça fait 5 dégâts.
Et là, il se passe un truc, regardez mon deck, là. J'enlève la dernière carte action. Je la pose. Et là, il va se passer un truc. Donc, il met 5 dégâts. Bon. 5 dégâts, ça fait 23. Comparé à la Viverne. Pour le moment, c'est joyeux. C'est joyeux. C'est joyeux parce que la Viverne nous a pas fait mal encore. Restons calmes. Donc là, 3 dégâts, c'est nickel. On est bon. Et là, il se passe quoi? Il se passe que Roland n'a plus de carte action en main. Donc, immédiatement, quand ça arrive, on défausse tout. Donc, on met tout dans sa défausse ici. Et on va refaire sa main. Et là, comme on refait la main, eh bien, on retourne la lanterne de Kinfire qui est chargée, le feu purificateur. À distance, de zone. Donc, tous les ennemis dans la même zone. 3 dégâts. On prend le jeton cible. La purification par le feu, crie Roland. Voilà. La purification par le feu, crie Roland, en pointant son marteau vers l'ennemi. Des flammes émergent de sa lanterne et l'enveloppent. On voit la scène. Voilà. Après avoir attaqué, choisissez 3 états et répartissez-les librement entre vos cibles. Parfait, donc ça, c'est actif. Ok, on est bon. Et on va refaire la main à cette carte. Vous voyez que c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, profitons bien de ce moment d'allégresse où il n'y a que nous qui jouions. Parce que... Donc là, on a quoi? Il a fini son tour. Ça y est. Donc, il a un soutien. Il a une action. Non. Un autre soutien. Action. On va les trier. Action. 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 Donc, il n'est pas prêt de refaire sa main. Ouais. Ouais, il a de très très bonnes cartes. On les regardera ensemble. Ouais, super. Mise à l'épreuve, ça n'allait bien, instantané. Voilà. Chaque ennemi subit un dégât par état présent sur son plateau, action gratuite. Donc là c'est intéressant quand le monstre a plein d'états, et il a 2 cartes soutien, une protection et une pour donner un dégât de plus. Sur des cartes rouges jouées, ou blanches. Et on sait que les cartes force, ce n'est pas le fort de Valora. Ici. Donc il a joué. Et la Wyvern a quand même pris en tout, depuis deux tours, 7 dégâts. Nous, on s'en sort pour le moment, mais attention, Roland est sur la case de la Wyvern. Donc, si elle s'enclenche, elle peut faire mal. Hop, on y va. Et voilà, 10. Mince. Et ouais, 10. Elle se défend bien, parce que c'est cette capacité qui s'enclenche. Eh ouais, mais ça, Donc là, battant des ailes, la Wyvern décrit des cercles dans le ciel avant de plonger en piqué. Défaussez tous les états présents sur le plateau de la Wyvern. Puis, la Wyvern rejoint directement la zone de sa cible. Putain. Eh ouais, mais c'est comme ça. Donc, 2 états de défaussés. Ok, ils sont défaussés, mais attention. On a vu que Roland a sortilège drainant. Tant que cette carte est en jeu, chaque fois qu'un ennemi défausse un état, il subit un dégât. Donc ça, c'est bien, bon combo, ça va, il va prendre 2 dégâts. Bon, ben c'est déjà ça peut faire la différence. Allez, 21 points de vie. Ok, et la Wyvern se déplace sur la zone de sa cible, c'est Roland. Donc, elle ne bouge pas, elle est déjà dessus, et elle a joué. Voilà. C'est pas mal. Allez, c'est pas mal, on revit un petit moment là. Et on en est qu'à la quête 1, Ah, Valora qui entre en scène. Donc on voit que là, franchement, c'est super bien équilibré pour le moment, les trucs. Je vous le dis. Alors, Valora, qui fait? Alors elle peut mettre un piège, et ça c'est bien. Donc on regarde, il a joué juste 10, et donc il y a ces 2 pistes qui sont touchées, là, qui ont perdu des jetons. Après avoir attaqué, passez un dégât sur jusqu'à 3 capacités actives de votre cible. Ça peut être intéressant, une flèche acide. Ça peut se soutenir d'ailleurs, c'est bien. Ouais, donc en action, elle n'a que ça. Oula, elle a que 2 cartes action. 1, 2, 3. Et oui, elle a joué flèche éclair. Ah, ok. Ok. Ah, ça pourrait être... Attendez voir. Qu'est-ce qu'il a, lui? Est-ce qu'il a un soutien? Non, il n'a pas de soutien qui lui fasse défausser des cartes à Valora. Sinon, ça aurait pu être pas mal pour faire tourner sa lanterne, parce qu'elle elle est puissante, elle inflige de gros dégâts. Donc lui, il peut soutenir en dégâts une carte rouge. Donc, est-ce qu'elle a une carte rouge qui attaque? Non, elle n'a pas de carte rouge, donc il n'y aura pas de soutien de la part de Roland. Et ouais. C'est ça qui est la synergie des decks. C'est ce que je vous expliquais. Ah, bah oui.
Donc, rune d'entrave pour mettre un piège ou alors flèche d'acide qui lui permettrait de mettre... Bon, certes, elle deviendrait la cible, c'est ça qui me plaît pas. Il faut pas qu'elle devienne la cible. Elle est à 1, donc elle va tirer et elle va mettre un piège. Ouais. Allez, c'est tout ce qu'elle va faire. Donc, elle tire à distance à une zone. Elle est à une zone ici. Et donc, elle va mettre 2 dégâts et une carte piège. Voilà. Allez, elle a joué. Roland, on vient de le voir, ne peut pas soutenir. Donc, c'est réglé puisqu'il n'a que 2 cartes soutien, c'est des rouges. Et elle a joué une bleue. Donc, on va mettre, combien on a dit 2 dégâts. Allez, écoutez, hein, elle passe à 19. 20 et 19, c'est bien. La Wyvern. Mais vous allez voir que ce combat est loin d'être fini. Très loin d'être fini. Et un piège. Donc, elle met un piège. Alors, le piège, c'est quoi? C'est lorsque défausser cette carte, cet ennemi ne peut pas se déplacer pendant ce tour. Alors, c'est intéressant. Écoutez, autant pénaliser celle à 8. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et Valora, du coup, quand même. Intéressant. Elle peut se déplacer ici. Blam, elle va là. Elle arrive dans une zone ne contenant pas d'ennemis. Et elle peut distribuer une armure à un éclaireur situé dans un rayon d'une zone. Donc là. Et c'est le cas. Donc, blam! Et ça, c'est très, très, très important de le blinder, parce que là, il se retrouve avec 4 armures, il peut paraître 4 dégâts. C'est fort. Et ouais, mon Guigui. Bon, allez, hop, elle a fini son tour. Allez, maintenant, je pense que ça va arriver le moment où on rigole moins. 7. Bah oui, forcément, il faut qu'il joue. 7, ok. Donc là, c'est à l'instar d'un fouet. La queue monstrueuse de la Wyvern s'agite dans tous les sens, percutant quiconque se trouve à portée. Attaque de zone, donc tous les éclaireurs dans la zone prennent les dégâts. 4 dégâts. Et là, sur notre cher, ici, Roland, qui a 4 armures. Est-ce que, par exemple, pourrait soutenir... elle pourrait tout à fait soutenir ici, pareil 2 pour un autre éclaireur. Elle va pas le faire, parce que pour le moment, c'est dommage, hein, parce qu'elle a vraiment... putain. Elle pourrait, pourquoi elle pourrait? Parce que l'attaque est blanche. Donc blanc, ça supporte toutes les couleurs. Putain, elle va défausser tout ça, ça fait chier, ça s'en servir. Mais je suis obligé... oh, quel dommage. Bon, c'est comme ça. Je suis obligé de me servir des armures en premier. Donc il a 1, 2, 3, 4 armures, il part à 4 dégâts, il prend 4 dégâts, il part 4 dégâts, il défausse une carte. Et voilà. Et donc son soutien, oh quel dommage, parce qu'elle va les défausser. La prochaine fois qu'elle va jouer, à moins qu'elle ne joue pas de suite. Ok, c'est bon, il apparaît 4 dégâts, il a rien. Ok, très bien. Allez. Pour le moment, ça se passe bien. Hop. C'est à... Roland de jouer, incroyable, hein, cette chance. Ouais. Et là, par contre, on va s'amuser un petit peu. Donc on a vu, attendez voir, laissez-moi voir les soutiens quand même de Valora qui peut mettre. Elle peut pas donner de dégâts, hein. D'accord. Elle peut pas donner 2 dégâts, elle peut donner un déplacement, mais sur une attaque verte et. Ah si, il peut faire une attaque verte ici. Marteau fulgurant. Avant d'attaquer, vous pouvez vous déplacer jusque dans la zone de votre cible. Il mettra 3 dégâts. Intéressant. Intéressant. Ah mince, c'est vrai que Roland, il peut jouer une carte soutien. Elle peut être d'une couleur différente de l'action ou l'attaque concernée. Bon sang, j'ai oublié ça. C'est important. Ça aurait pu servir. Ah, il faut que je m'en souvienne de sa capacité à lui. C'est pas normal de l'oublier là. Donc, attaque à distance. Donc il peut sortir de la zone et mettre un dégât et mettre 2 dégâts. Mais par contre là, il est quand même à portée. Il va mettre un étourdissement et ça veut dire que cet ennemi ne peut pas attaquer pendant ce tour. Donc là, ça peut faire très mal. Et en plus, il pourrait mettre un dégât supplémentaire grâce, je me souviens bien, non même pas, hein, elle ne peut pas, si, un déplacement. Ah, ça peut être vraiment intéressant de faire ça. Hein. Il peut se déplacer de 2 du coup et s'éloigner et obliger le Wyvern à se bouger. Ah, ça peut être vraiment bien. Là, waouh. Et là, on peut déplacer la cible. On peut mettre 3 dégâts et déplacer la cible d'une zone. Et on lui met un burn. Enfin, mais on va faire ça là. Marteau fulgurant. Ouais. Si on fait marteau fulgurant et qu'on lui met un étourdissement, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer ce tour. D'accord ?
Mais si je me déplace de 2 et que j'oublie déjà, ça sert à rien. Donc à la rigueur, il vaudrait mieux lancer ça. Ouais, super. On va faire ça. On va lancer. Ouais, mais elle va pas pouvoir soutenir. Si je fais ça. Et ouais, elle va pas pouvoir soutenir. Pour qu'elle soutienne et avoir un déplacement de plus, Valora, il faut que je joue celle-ci. Mais là, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Vous pouvez déplacer votre cible de une zone. Ouais, mais ce qui fait qu'elle va pouvoir bouger. Et revenir et taper. Ah, c'est, vous voyez, l'imbrication des cartes, c'est ça qui est bien. Après avoir attaqué, tous les éclaireurs situés dans la zone de votre cible peuvent prendre ou défausser une carte. Boule de feu. Marteau fulgurant. Boule de feu. Lancer météore. Ah, parce que là, c'est à distance en zone. Là, c'est à distance également. Ah ouais, non, mais là, c'est bon. Allez, c'est réglé. Je vais faire ça. C'est à distance. Donc, première action. Il se déplace. Il va venir ici. Ok. Il tire à distance, il a une zone. Il met 3 dégâts. Plus un jeton blessure. Et après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre cible d'une zone. Donc ok. Il va jouer ça. Donc il met 3 dégâts. Ouais, on va faire ça. 8, 7, 6, 16 points de vie. Il aurait pu... Ah, mince, il aurait pu jouer sa lanterne. Ouais. Il aurait pu jouer sa lanterne. J'ai oublié. Mais tant pis, c'est joué. Tant pis pour moi. Et ouais, c'est comme ça. Et un jeton blessure qu'on va mettre... Il a joué un 7, un 10. Il a joué un 7 et un 10. Donc il y a plus de chances que ce soit celle-ci qui s'active. Donc on va la mettre là. Voilà. Je pars comme ça, pour le moment. Et il déplace de une zone sa cible. Voilà. Comme ça, elle aura 2 déplacements à faire. Ouais. C'est très bien que ça. Allez, j'ai fait l'erreur de ne pas activer la lanterne. Est-ce que Valora peut soutenir? Oui, elle peut soutenir. Donner à un autre éclaireur la capacité de piocher ou de défausser une carte. Donc, est-ce qu'elle le fait? Piocher une carte. Ouais, elle va le faire. Elle la joue. Et donc, hop, il pioche une carte. Voilà, c'est parfait. Il pioche une carte soutien. Il lui a manqué, c'est très bien. Ok, donc c'est bon. Voilà, c'est soutenu, c'est fait. Parfait. On y va. Là, c'est nouveau tour. Bon, j'essaye. Il faut être synchrone pour jouer les cartes. Alors, c'est vrai que là, comme je vous explique et tout, c'est dur de penser à tout. Hein. Donc, des fois, il y a un peu de décalage. Notamment avec la carte de soutien que vient de jouer Valora. Allez, hop, c'est parti. À 4. Ben voilà, vous voyez ce que je vous disais? 4, ici. Blim. C'est ça qui s'active. Et attention, parce que là, il va prendre un petit peu de dégâts, le coquino de Wyvern. Donc, allez. Là, il tape à 8. Blessure. Lorsque cette capacité se déclenche, défausser cette carte, l'ennemi subit 2 dégâts. On défausse cette carte, 2 dégâts. Plus, on va faire au fur et à mesure, plus 1 dégât, parce que il a cette carte. Et ouais. D'accord? Reste en jeu, hein, c'est important. Donc, 3 dégâts. 3 dégâts. Il passe à 13. Pour le moment, tout se passe bien. Vraiment, je tiens à vous le dire. Hein. Ensuite, piège. Lorsque cette capacité de déclenche défausser cette carte, cet ennemi ne peut pas se déplacer pendant ce tour. Super. Donc, il prend un dégât supplémentaire parce que la carte de sortilège drainant, 12. Et il ne peut pas se déplacer. Ici. Donc, du coup, comme c'est le 4 ici qui s'est activé, eh bien, il ne peut pas se déplacer. Il reste là. Voilà. Et c'est fini pour son tour. C'est pas mal, on s'en sort bien, je vous le dis, on s'en sort bien. Ça fait combien de fois que je vous le dis? Je ne sais plus. Parce que ça peut très mal se passer, là, chapeau. Oh, putain, c'est super, c'est à Valora. Bon, attention par contre, hein. Valora a joué 3 fois déjà, hein. Donc elle a que 6 jetons, hein, dedans, donc son activation va se faire de plus en plus rare. Donc c'est pour cela qu'il serait bien qu'elle marque. Waouh, c'est sa dernière carte action. Ah, elle va faire sa lanterne. Bon. C'est embêtant parce qu'elle va jouer une carte bleue, verte, hein, en soutien. Ah, super. Super. Et ben, vous voyez qu'il a bien fait de piocher parce qu'en soutien, il a pioché celle-là. Donner un mouvement supplémentaire à un autre. Super. Bon, il va la jouer. Waouh, génial. Allez, de toute façon, il ne reste plus que cette carte action à Valora. Donc, c'est ce qui va se passer. Elle va refaire sa main et activer sa lanterne. Mais bon, on la joue.
Ok, donc flèche d'acide. Valora tire une flèche qu'elle a elle-même conçue. Elle arbore un sourire satisfait en se remémorant les remontrances qu'avait engendré la découverte de cette mixture dans son enfance. Elle devient la cible. C'est ça qui est malheureux, mais je n'ai pas le choix. Elle devient la cible, on prend le jeton cible et on le met sur son plateau. Elle inflige un dégât, plus, après avoir attaqué, placé une blessure jusqu'à 3 capacités actives de votre cible. Donc elle ne met qu'un dégât. C'est joué. Ok. 11. Voilà. Et elle va placer 3 blessures sur jusqu'à 3 capacités. Donc je pourrais mettre les 3 sur la même. Eh oui. Donc on regarde 10, 4, 7. 10, 4, 7. Il a joué 10, 4, 7, plus celle-là. Donc là, il l'a activé plus de fois. Donc à la rigueur, on peut mettre manière. On pourrait mettre tout ici. Mais bon. Donc on va mettre 2 ici et 1 ici. Et on peut tout perdre en faisant, si jamais il déclenche cette aptitude de la Wyvern. Mais bon, c'est ainsi. Donc là, soutien de Roland. Alors, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est pas grave, mais j'ai fait une erreur. Elle s'est déplacée ici pour pouvoir tirer, s'amener sur une zone. Excusez-moi. Et donc, comme elle s'est déplacée, elle donne un jeton d'armure à Roland. Et ouais, une carte armure. Et ensuite, Roland soutient ici. Donc, il joue cette carte soutien. Il peut aller blanche sur une attaque bleue, ouverte. Donc, il le fait. Et il donne un mouvement supplémentaire à Valora. Donc, elle se redéplace. Et là, elle va se mettre ici. Elle arrive adjacent. Il n'y a pas d'ennemi. Toujours pareil, vous la connaissez, sa compétence maintenant. Bim, elle donne une carte armure. Et là, on a sur 1, 2, 3, 4, 5 armures pour Roland World Forge. C'est parfait. Il est important que, j'espère que je ne l'ai pas oublié, je me demande si j'ai pas fait l'erreur, sur les cartes armure de Roland tout à l'heure quand il a refait sa main. On défausse les cartes armure quand on refait sa main, on les défausse aussi. Donc, et ensuite on reprend le nombre de cartes armure qu'il est marqué sur notre plateau de personnage lorsqu'on refait sa main. J'espère que je n'ai pas fait cette erreur tout à l'heure. Si je l'ai fait, vous m'excusez, voilà, ouais, je l'ai oublié, ça arrive. Donc voilà, vous m'excuserez, j'ai dû vous le signaler. Où est-ce qu'on en était? Il vient de soutenir, elle s'est redéplacée, il a pris une armure, donc c'est bon. Et là, on s'aperçoit que Valora n'a plus de cartes, donc on refait sa main à cette. Elle n'a pas de carte armure, donc elle n'en défausse pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, ça défausse. Et immédiatement, elle retourne sa carte lanterne, précision en plein cœur. Proie préférée, murmure Valora tout en brandissant sa lanterne. Cette dernière émet une onde qui serpente jusqu'au cœur de sa cible. 7 dégâts, et elle devient cible. Cette attaque peut cibler n'importe quel ennemi sur le plan, même dans votre zone. Donc là, vous voyez, vous avez compris? 7, c'est énorme. Donc, il était temps qu'elle refasse sa main. Donc on regardera ce qu'elle a. Waouh, super, ça c'est très bon. C'est une carte, voilà, super, elle a trouvé la bonne carte. C'est permanent ça. Ok, allez, fin de son tour. Ah, j'espère que j'oublierai, mais je pense pas là. Je pense pas. On est bon là, on est bon. Allez, qui c'est qui va s'activer et comment? Voilà, ça y est, c'est parti. 8. Ah, merde 8. Bon, allez, go. Donc 8, c'est ici. Et oui, la Wyvern qui va d'abord défausser sa blessure et qui va prendre ses 2 dégâts là, bien gentiment. Voilà. Hop. Allez, elle tombe à 9. Eh, ça avance. Hein. Elle nous a rien mis. Incroyable. Incroyable. Alors que sur l'autre partie, en 2 coups, j'étais passé à 5 points de vie. Oui, c'est à peu près ça. C'est incroyable. Donc là, 9 points de vie, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'elle fait 4 dégâts dans sa zone. Donc elle va avancer. Elle n'a personne dans sa zone. C'est fini. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Allez, hop, c'est acquis. Et là, vous voyez pas que ce soit encore Valora. Là, je... Incroyable. Incroyable. Regardez, c'est incroyable. Ah, le truc, c'est qu'on le vit en direct. Hein. Donc là, écoutez, il n'y a pas photo. Je crois que Valora, elle va enquiller sa flèche astrale de la mort. Pour lui mettre 7 dégâts, non.
Bon, après, la lanterne, il faut faire attention quand même. Hein. Alors d'abord, oui, important, c'est une carte qui reste en jeu, ça. Tant que cette carte est en jeu, vos attaques à distance peuvent cibler des ennemis situés à 2 zones de vous. Et ça, c'est top. Wow, ça là aussi, elle est bien. Ouais. On peut abandonner un, chaque ennemi. Après avoir attaqué, donnez une blessure à chaque autre ennemi et éclaireur situé dans la zone de votre cible, ok. Dans le genou, 2 dégâts, elle devient la cible. Et elle met 2 pièges. Hein. Et elle a un soutien, 2 soutiens. Tir ajusté. Je pense que elle est déjà la cible, je pense qu'elle va jouer sa carte lanterne. Là. Elle va d'abord mettre en place celle-ci. Donc c'est une action instantanée, on le voit à cet éclair-là. Elle va rester en jeu et elle Valora murmure un sortilège qu'elle connaît bien et qui l'a aidé à plonger son regard dans celui d'une proie éloignée. Tant que cette carte reste en jeu, vous pouvez cibler à 2 zones. Voilà, super. Donc hop, elle le fait et elle peut rejouer derrière. Et donc là derrière, je crois que c'est ce qu'on va faire. Est-ce que il peut soutenir notre cher Roland une carte verte? Non, lui il n'a pas de soutien pour les cartes vertes. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Elle pourrait mettre 4 dégâts grâce à un soutien en jouant une carte rouge. Hop, une action rouge. 2, ça ferait 2 pièges. Hein. 2 pièges, ouais, ça c'est bien parce que il ne peut pas se déplacer pendant ce tour. Est-ce que j'aurais pas ça d'abord pour ensuite le terminer avec parce que de toute façon avec sa lanterne elle peut pas le tuer. La Wyvern est à 9 points de vie et sa lanterne met 7. Donc elle va essayer de le piéger. Et de lui mettre 3 dégâts, 4... Ouais. Dans tous les cas, c'est bien ça. Parce que, grâce à... Je vous explique. Donc 2, elle en mettrait. Elle va pouvoir mettre un piège ici, un piège ici. Non, mais un piège ici, c'est... Parce que là, ça lui fait défausser tous ses états. Ah, il y a que ça. Il faut pas que la Wyvern joue ça, parce que sinon, c'est parfait. Parce que là, elle va prendre 4 dégâts, plus 2 dégâts, ça fait 6 dégâts. 6 et 3 de son attaque, ça ferait 9, la Wyvern est morte. Vous comprenez, j'espère, hein, si jamais il active cette capacité. Et puis là, si elle met 2 pièges ici, un piège ici, un piège ici, il peut pas bouger. Donc, parce que de toute façon, avec la lanterne, on ne peut pas le tuer. Et lui, il peut soutenir. Ouais, donc c'est bien, ça va mettre 3 dégâts. Bon, allez, on fait ça. Elle met ça. Alors, peut-être je me trompe, mais comme elle est déjà sa cible, donc, hop, elle est ici, elle peut jouer, parfait. C'est dommage qu'elle reste sa cible, mais j'ai pas le choix là. Donc, c'est ainsi. Allez, 2 dégâts ici. Boum. 2 pièges. Donc, la Wyvern prend 2 dégâts. Elle passe à 7. Ok. 2 pièges. Donc, on va mettre un piège sur celle-ci. Et un piège sur celle-ci. Là, tant pis, ça sert à rien d'en mettre. Parce qu'elle défausse tous ses états. Et mettre un piège ici, ça sert à rien. Oui, puisque de toute façon, sa capacité, c'est de rejoindre sa cible. Donc, c'est réglé. Ok. Donc, elle a joué ça. Soutien de Roland. Immédiat. Qui va mettre un dégât supplémentaire. Voilà, il pourrait jouer. C'est une carte rouge qu'elle a joué. Donc il pourrait jouer ça, mais non. Donc là, il joue ça. Hein, ajouter un dégât à l'attaque de notre éclaireur. Voilà, hop. Donc un dégât de plus. 2 dégâts, ça fait 6. Voilà, c'est parfait. Elle a joué, nickel. Et maintenant, la Wyvern serait inspirée de nous faire son attaque principale. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va rigoler. Et attendez voir, elle ne s'est pas déplacée. Alors, je peux la faire se déplacer ici. Et sa compétence située dans un rayon d'une zone, oui, marcherait. Et donc l'éclaireur prendrait une armure, mais non, parce que non. Si je le fais, allez, je la fais se déplacer ici. Blah, elle arrive. Toujours, c'est sa capacité. Elle peut désigner un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone. Cet éclaireur reçoit une armure. Blah. Et alors là, je vous garantis qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut paraître 6 dégâts, mais ce n'est toujours pas la cible.
de la Wyvern. Donc ça, c'est embêtant. Allez, on y va. C'est à qui de jouer. Oh, putain. Voilà, c'est impressionnant, quand même. Ouais, c'est impressionnant, c'est un Roland. Bon, Roland... Le Roland, voilà, blam, c'est ça que je voulais, boule de feu, direct, il va faire ça. Parce que là, il lui met 3 dégâts, et un jeton blessure en plus. Mais il peut jouer ça avant, alors, mise à l'épreuve, chaque ennemi subit un dégât par état présent sur son plateau. C'est une action gratuite, donc il la joue direct, blam. Et oui, mise à l'épreuve. Est-ce qu'elle peut soutenir ? Est-ce qu'elle peut soutenir ? Ça, c'est une action, il n'y a même pas de distance ou contact. Elle peut soutenir en lui donnant un déplacement de plus. Ouais. Est-ce que... Elle peut, hein. Elle peut le faire, hein. Et lui, il va jouer... bah écoutez, on va voir ça. Hein, on va voir ça, quand ça va se passer. Parce qu'il a quand même la boule de feu qui mettrait 3 dégâts, tirami... Donc lui, il va d'abord jouer ça. Ok, il joue ça. Ok, allez, chaque ennemi présent subit un dégât par état présent sur son plateau. Donc là, il y a un état, 2 états, 3 états, 4 états, direct, rien qu'en le regardant, il prend 4 dégâts. 1, 2, 3, 4, 2 points de vie pour la Wyvern. Yes. Et donc là, pourquoi ne pas... Putain, il a joué tout ça déjà, lui. Il a soutenu 3 fois. Il a 4 cartes, ouais, c'est ça. Donc il a 2 actions, 3 actions. Il manque que 2 dégâts, hein. Et il peut le faire, hein, à distance. Bah ouais. Donc il va garder ces 2 cartes-là. Il a aussi sa pureté, sa lanterne, hein, qui est à distance aussi. Donc parfait, il va faire ça, c'est pas la peine qu'il en mette plus. Ok, après avoir attaqué tous les éclaireurs situés dans la zone de votre cible peuvent. Bon, il n'y a pas d'éclaireur, il est à distance d'une zone, il joue celle-là. Bleu, blam. 2 dégâts plus une carte blessure. Donc on va mettre l'état blessure ici. Non, on va le mettre là. Parce que quitte à jouer et à nous défausser, autant qu'ils prennent quand même ces 2 dégâts ici. Voilà. Ok, donc, et 2 dégâts. Et donc là, la Wyvern est réglée. Bam, bam. Mais je sais ce que vous ne savez pas encore. Ok, pas de soutien de la part... Non, pas de soutien de la part de... Et est-ce qu'il devient sa cible ? Non, c'était ça le truc qu'il fallait quand même que je gère, mais trop tard. Ah, j'ai mal joué. J'aurais dû mettre une action qui le faisait devenir la cible de la Wyvern. Mais c'est pas grave, hein. On le fera tout à l'heure. Ok, et là, les amis, la Wyvern s'effondre. Mais que nenni, car je vous le dis, j'ai une impression de déjà-vu, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai un petit sentiment. Alors, attendez que j'arrive à attraper ça. Hop, si les points de vie de la Wyvern tombent à 0, continuez avec un 4. Donc on va chercher un 4 ici, on essaie de ne pas regarder ce qui est à côté. Les ailes de la Wyvern se referment sur elle en signe de défaite. Alors que vous vous tournez vers les voyageurs pour voir leur soulagement et leur gratitude, ces derniers écarquillent les yeux et se mettent à hurler. Vous vous retournez juste à temps pour voir la créature ouvrir brusquement les ailes. Le combat est loin d'être terminé. La Wyvern entre dans sa deuxième phase. Placez les cartes superposition 1A, 1B, 1C sur son plateau. Référez-vous à là, je vais vous expliquer. Lorsqu'un ennemi entre dans une nouvelle phase, retirez tous les états de son plateau. Ben ouais, j'ai été idiot. Allez, c'est pas grave, on continue. Tout ça pour ça. Et restaurez tous ses points de vie. Ignorez tous les dégâts excédentaires issus de la phase précédente. Le cas échéant, si des jetons capacité se retournent associés à des capacités passives, redistribuez-les. Oui, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Et là, on a la conclusion. Bon, du coup, deuxième phase. Eh oui, vous ne le saviez pas. Eh bien, moi, oui, je le savais. Donc la Wyvern, se relève. Et là, on défausse ça, c'est une erreur. Hein. Donc, alors, la question que je me suis posée, c'est que là, on défausse des états. Donc, du coup, comme il a une carte pour qu'il met des points de vie
des dégâts lorsque on défausse des états. Pourquoi ça marche pas? Parce que en fait, il est marqué quand même que tous les points excédentaires, nanani, donc je vais considérer que cela faisait partie de la première phase, le Wyvern, tous ces dégâts qu'elle aurait dû prendre. Bon, voilà. Donc là, elle ne prend pas les dégâts. Et on va aller chercher donc les cartes superposition ici, dans le deck qui est arrivé avec la Wyvern. Et donc on va aller prendre ça. Voilà, on a superposition et superposition. Celle-là, on la regarde pas. On en aura la surprise si on nous demande d'aller la chercher, les amis. Là, voilà. Donc, allez hop, c'est parti. Superposition. Non, je vais... La vérité, c'est que vous aurez la surprise lorsque vous jouez le tutoriel. Voilà, parce que moi, j'ai pas voulu la prendre. Voilà, c'est tout. Donc, superposition 1C, 1A, 1B. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On retourne les cartes et là, on va regarder une chose. C'est ça, 2 ici. Pour savoir où se place cette carte. Et donc, sur le plateau des ennemis, c'est toujours pareil. On a 1, 2, vous voyez, 3, 4 et 5. Donc, on va positionner ces cartes sur les emplacements numérotés et ça va modifier les capacités de notre ennemi ici. Est-ce que je suis assez près? J'ai toujours du mal à me rendre compte. Ici, oui, là, je pense que oui. Donc, on va prendre 2, on va le mettre ici. Donc, elle passe à 15 points de vie et son ciblage ne change pas. Voilà. Vous avez vu qu'elle ne change de ciblage que si on le lui demande ou que si on l'attaque avec des capacités qui lui font changer de ciblage. Hein, sinon, elle reste. Donc, elle démarre à 15. C'est déjà un peu mieux, hein, pour pouvoir la finir, sa deuxième phase. Ok. Ensuite, on va mettre cette carte-là sur... qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est vrai que... Alors ça, j'ai pas tout compris. C'est sa position. On le met à la place du 1. Voilà, bon, ça change sa position. Elle est au sol à présent. Voilà. Et ici, on va mettre à la place de la 5. Donc, c'est cette capacité ici. Et vous allez voir que là, ça devient une capacité passive. Les ailes déchirées de la Wyvern ne lui permettent plus de voler. Oui, donc c'est ça, elle est au sol. Hop. Cependant, la rage intense qu'elle ressent lui permet d'ignorer plus facilement ses plaies. Lors d'une attaque, les dégâts infligés à la Wyvern sont réduits de 1. Faut pas que j'oublie. Et là, on le met à la place du 5. Et ce qui fait que cette capacité qui était active devient passive. Et à ce moment-là, ces jetons-là, qui étaient censés l'activer, ben on les enlève. Et on va rééquilibrer dans la piste ici ces deux capacités. Donc d'abord, on va mettre un équivalent donc au hasard, on ne sait pas. Allez, celui-là, il va aller sur la piste du haut. Donc c'est le 11. Voilà, ici. Et celui-là, il va aller dans la piste du bas. C'est le 10. Et ensuite, au choix des joueurs, lorsque c'est impair, ben, on va le dispatcher. Donc, comment vous dire qu'on va plutôt le mettre, même c'est vite vu, on va le mettre aux 4 dégâts plutôt qu'aux 8 dégâts. Hein, celui-là, voilà, ici. Et donc maintenant, on a une nouvelle piste d'activation ici en face des capacités de la Wyvern. Elle est à 15. Et c'est parti mon kiki, elle est tombée. Mais en fait, non, elle n'est pas tombée. Elle était où? Elle était là, je crois. Oh, je sais plus. Mais ça, oui, elle était là. Pourquoi elle est là? Je sais pas. Non, elle était là. La cible étant toujours Valora, c'est reparti pour un tour mon kiki. Voilà. Donc du coup, les pions, là, statues, j'ai un peu fait des bêtises. Avec, mais c'est pas grave. Allez. On a beaucoup joué. La Wyvern n'a pas beaucoup joué. Et elle repart avec 15 points de vie. C'est là que je vous disais, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Oh, putain. Incroyable. C'est à Roland. Hein. Qui a joué 3 fois. Valora a joué 5 fois. Plus Roland une fois là. C'est un truc de ouf. Bon là, il va falloir s'activer sérieux. Donc là, on va lui mettre... alors, on peut lui mettre étourdissement. Cet ennemi ne peut pas attaquer pendant ce tour. Bah oui, carrément. On va lui mettre 3 dégâts. Et avant d'attaquer, vous pouvez vous déplacer jusque la zone super. Donc, allez, c'est réglé. Bah, il joue le marteau fulgurant. Bim, il se déplace. Ici, c'est marqué dans sa carte. Donc, c'est un déplacement gratuit. Il lui en reste un. Il lui met 3 dégâts. Ah ouais. 1, 2, 3 dégâts. Et il a la possibilité de lui mettre un étourdissement. Cet ennemi ne peut pas attaquer pendant ce tour. Ben forcément, on va lui mettre ça.
ici. Voilà. Et Valora soutient. Donc il faut qu'elle soutienne avec ça ou ça. À ce moment-là, oui, et attention, le jeton cible passe à Roland, puisqu'il a attaqué avec une attaque ténébreuse. Et donc elle peut soutenir là, elle peut soutenir celle-ci ou celle-ci, puisque la couleur de la carte est bicolore, hein, bleu ou vert. Donc là, elle a deux soutiens, un bleu et un vert. Donc soit elle lui donne 2 dégâts supplémentaires, soit un déplacement. Mais le but, c'est pas que... Donc c'est plus un déplacement qu'elle va lui donner. Non, elle va lui donner 2 dégâts, pardonnez-moi. Donc hop, elle soutient 2 dégâts de plus. Ok, et donc, ici, la Wyvern prend ses 2 dégâts supplémentaires. Bien joué! Bien joué! Ok, c'est bon. Que faire maintenant? Ah oui, il y a... C'est bon, non mais c'est bon, hein, on a tout joué. Ah si, le déplacement de Roland qui, lui, s'en va ici. Voilà. Hop, c'est parfait. On y va. Viens m'attaquer maintenant, tu vas voir. Ça va te faire drôle, ma cocotte. Hop. Oh putain, c'est pas possible, quoi. À nouveau, là j'hallucine, hein. J'hallucine complet. Mais en même temps, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Et ouais. C'est vraiment embêtant parce que... Oh, je suis deg. Oh là 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 là, je suis deg. Je vais quand même vérifier un truc, je reviens. Ouais, je voulais être sûr, mais c'est bien ça. C'est embêtant parce que... en fait, il va jouer là. Donc il va jouer ça. Il est obligé de jouer une carte action. Donc il va refaire sa main. Ah, attendez. Non, yes, il y a une solution. Ouais, super. Parce que quand il refait sa main, eh bien, il défausse ses cartes armure. Et c'est la cible, et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes armure, c'est énorme, donc il faut qu'elle serve. Pour le moment, ça n'a pas servi, il attaque pas l'autre là. Donc, il va pas jouer ça, plutôt, il va jouer, yes, sa carte lanterne. Ouais, la purification par le feu, crie Roland, en pointant son marteau vers l'ennemi. Des flammes émergent de sa lanterne et l'enveloppe. Après avoir attaqué, choisissez 3 états et répartissez-les librement entre vos cibles. Donc il met 3 dégâts à distance, attaque de zone. Donc là, il n'y a qu'un ennemi, c'est pas grave. Et on retourne sa lanterne. Et oui, puisqu'il va refaire sa main bientôt. Donc 3 dégâts. 7. Alors, c'est Roland qui rit. Alors, 3 états et répartissez librement entre vos cibles. Bon, tu vas te prendre... il a un étourdissement là-haut. Il va se prendre 1 dégât ici. Ouais, donc 2 dégâts ici. Il va se prendre 2 dégâts ici. Il a joué quoi, lui? 10, 4, 7. 10, 4, 7 et 8. Ok. Et il lui reste... eh bien, je vais lui mettre un étourdissement ici. Voilà, on va essayer de le finir comme ça. Donc, il a 1 dégât. Wow, vous voyez pas très bien. Il a 1 dégât d'étourdissement ici, 1 dégât d'étourdissement ici. Là, c'est une passive, je lui mets rien. Oh, bon sang! Lors d'une attaque, les dégâts infligés à la Wyvern sont réduits de 1. D'accord, donc... Il n'y a eu qu'une attaque, j'espère. Donc 8. Aïe, aïe, j'espère. Non, allez, on va s'en donner un de plus. 9, voilà. Je pense que j'ai attaqué 2 fois. Voilà, donc elle est à 9, hein, c'est fait. Vous m'excuserez, j'ai dû vous le dire avant. Ouais, c'est dans l'aballement, hein, ça arrive. Ne soyez tolérants, mais je sais que vous l'êtes. Je sais que vous l'êtes. J'espère que j'ai bien réparé, je vais pas aller voir là. J'espère que j'ai bien réparé. Donc il a joué, il a mis ses 2 états, il a mis les dégâts. Ben c'est parfait, allez, nouveau tour. Nouveau tour. Allez, il reste plus trop de jetons dedans, je le sens. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, et oui, c'est évident. 11. Hop, 11. Ok. Donc, allez, on active cette capacité-là. Il va prendre 2 dégâts et il défausse. Donc, 2 plus le sortilège drainant de Roland, ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. Moins 1. Lors d'une attaque, c'est pas une attaque, c'est un état. Attention. 1, 2, 3, 1. N'oubliez pas. Ça, là, je disais, c'est lors d'une attaque. Là, c'est pas une attaque. Et ensuite, étourdissement, lorsque cet ennemi ne peut pas attaquer. Donc, il défausse, il prend 1 dégât. Elle est super, sa capacité à Roland. Vraiment super. Et donc, du coup, il se déplace sur Roland. Blah. Ok, mais il peut pas attaquer parce qu'il est étourdi.
Et on continue. Et on continue. Hop. Allez. 5. Ouais, ben là c'est normal, hein. On va pas se plaindre. Alors surtout pas. Là par contre ça rigole plus. Après avoir attaqué, la Wyvern procède à un ciblage, un reciblage. Donc là, elle va pas se déplacer, elle attaque. 8 dégâts sur Roland. Est-ce que notre cher ami peut intervenir? Non. Alors attendez voir. On va voir, parce que ça c'est intéressant. C'est ici que ça se passe. Comment jouer les cartes soutien? D'accord? Donc par exemple, déplacement. Soutenez un autre éclaireur lors d'une action de cette couleur. Cet éclaireur peut se déplacer d'une zone supplémentaire avant ou après l'action. Ça, donc action, c'est quand un éclaireur joue. Soutenez un éclaireur lors d'une action de cette couleur. Soutenez un éclaireur lors d'une action de cette couleur. Soutenez un autre éclaireur lors d'une action de cette couleur. Bon, ben du coup, ces cartes-là, c'est uniquement quand on joue. Par contre, parade, en cas d'attaque, et ici, remettez. Donc ces deux, c'est des soutiens qui peuvent être joués n'importe quand, c'est-à-dire quand le monstre joue ou quand un joueur joue. Et celle-ci, c'est des soutiens qui peuvent être joués uniquement que quand un éclaireur joue une carte action. D'accord? Donc là, elle ne peut pas soutenir puisque comme soutien, elle n'a uniquement que tir dans le genou, donc c'est un mouvement. Donc là, elle ne peut pas soutenir parce que c'est une attaque de là-haut. Donc là, bon, allez, on reprend. 5. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il part donc 6 dégâts, il défausse, il prend donc 2 dégâts. Il était à 15, il passe à 13. Voilà, puisque 8 moins 6, 8 moins 6, ça fait 2. Ok, c'est joué. Allez hop, on y va. Vous voyez que les cartes armures, hein, c'est pas du surplus, hein, je vous le dis. Hein. Et Valora est très très puissante pour ça. 12. Ok, 12. On est ici. Donc 12. On va défausser les cartes état. On a. Alors blessure qui va infliger 2 dégâts plus 1. Ça fait 3 dégâts. Il a bien travaillé le Roland. Hop. Il passe à 2 dégâts. C'est défaussé. Et là, hop, lorsque cet ennemi ne peut pas attaquer pendant ce tour. Il prend 1 dégât parce qu'il défausse une carte état. Hein, toujours, je vous le rappelle, c'est la capacité du sortilège drainant que Roland a mis en place. Et nous retrouvons notre Wyvern à 1 point. À présent, est-ce que, parce que là, elle n'a... Ouais, et c'était des dégâts faits par des pièges, pas par une attaque. Par des états, pas par une attaque. Hein. Là, il faut qu'on puisse jouer maintenant. C'est ça le truc. Parce que si c'est qu'elle qui joue, elle va nous faire mal. Hein. Enfin, du moins, Roland va subir. Hein. Et voilà. Yes, Roland joue. Et là, il va pas s'enquiquiner. Il t'y met 3 dégâts. Il devient cible à distance. Attention, il est obligé de se déplacer. Il se déplace de 1. Et il joue 3. Donc là, il la tue. Donc il défausse ça, mais il devrait refaire sa main et remettre sa lanterne, perdre ses armures. Mais de toute façon, là, on arrive à la fin. Donc il joue ça. Hop, elle prend 3 dégâts. Et là, les amis, sous vos yeux ébahis, eh bien, la Wyvern est mise à terre et nous allons lire ce qu'il se passe. Beau combat! Beau combat. Yes. Bon, alors on va lire ensemble. Hop. Si la Wyvern tombe à 0, continue avec 1-5. 1-5 est ici. Enfin, la Wyvern n'est plus. Certains marchands de la caravane aimeraient vous acheter la carcasse de la bête. Elle aurait toutes sortes d'applications selon eux. Vous échangez quelques regards entre vous et acceptez, à condition de pouvoir récupérer une partie du cuir de ses ailes. Vous prenez l'argent, mais vous ne les aidez pas à charger la carcasse puante dans un chariot. Et puis quoi encore? Donc là, on va prendre 6 pièces magiques. Donc hop, 6 pièces. Ben voilà, moi j'ai dans mon sac là. Parce que j'en ai dépunchés d'avance, et oui, oh là là. Vous savez que moi, les préparations des parties, c'est énorme. C'est énorme, oui, je suis comme ça, je lâche rien au hasard. Donc alors, 3 et 2, 5. Alors là, on les met dans le pot commun. Hein. Donc ça ira dans la boîte d'un des deux. 6 pièces, et ça sert à acheter des choses, figurez-vous. Hop, 6 pièces. Et vous reprenez la route vers Vina, tout en vous demandant ce qui vous attend entre ici et votre destination.
cette quête est terminée. Lors de votre prochaine partie, passez à la quête 2. Alors, il y a un truc important, on va garder qu'il ne nous est pas précisé ici, c'est bizarre. Je sais pas où c'est précisé normalement. Donc là, on ira chercher la quête 2. Donc ici, on va garder quand même le jeton cible comme trophée avec nous, parce que ça peut servir. Et bien voilà, les amis, on a fini le premier combat. Donc, on peut tout à fait s'arrêter ici et puis sauvegarder, parce qu'on ne sauvegarde pas en plein combat, faut pas déconner non plus. Donc, faut arriver au bout. Et là, on nous dit bien, cette quête est terminée. Lors de votre prochaine partie, passez à la quête 2. Donc, à la fin du combat, qu'est-ce qu'on fait ? On va continuer, hein, d'accord ? On remet toutes les cartes état non persistantes dans la réserve, y compris les cartes armure. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cartes armure, nous là, il les prend pas. On va regarder nos decks ici. On met notre défausse et notre deck ensemble et on va regarder si on a des états dans notre main non persistants, c'est-à-dire comme ceci. Des blessures, affaiblissement, piège ou étourdissement. Si on avait dans notre main des cartes comme ceci, fatigue, persistant, on les aurait gardées. Voilà. Donc on enlève tout ça. On remélange notre deck, on réinitialise notre compteur de points de vie à sa valeur initiale, 15 ici et 17 pour Valora, et on va mettre de côté tous les jetons qui n'ont pas été utilisés ici. Voilà, on les sort et ça on les garde dans notre besace. Si vous voyez que notre besace est ici, petite besace. Voilà, et puis c'est tout. Et donc, là maintenant, on va aller suivre. Donc, on remet les pions, on enlève tout ça. On peut mettre ceci, on le range dans le scénario 1. On ferme le livre parce que c'est important de le fermer. Voilà, pour revenir. Et on dit qu'on est revenu sur le plan ici pour le moment. Voilà, on va ranger tous les éléments du scénario 1 dans le scénario 1. Et puis, c'est tout. On peut passer à présent à la quête 2. Pour passer à la quête 2, eh bien, on va aller prendre le livre d'aventure ici, comme ça, et hop, et aller lire une traversée délicate, les amis. Voilà. Donc là, vous avez vu le côté combat du jeu. Comment se déroule le côté boss battler du jeu. À présent, nous allons nous lancer, parce que cette vidéo touche à sa fin, et je tiens à ce que nous le vivions ensemble, nous allons nous lancer dans la quête 2, qui je pense, si mes souvenirs, attends, je me spoil un peu, qui je pense va nous amener peut-être dans la ville, ou alors un combat, je sais plus, je m'en rappelle plus, mais nous allons le vivre ensemble, jusqu'à ce que, ensemble, donc, nous couvrions tous les faits de ce jeu pour que vous puissiez vous faire une bonne idée. Là, nous avons vu tout ce qui est mis en place, concept du jeu et combat. Alors, regardez ici tous les jetons qui ont été sortis. C'est quand même pas mal. Et tout ça, ça retourne dans le sac. Et ouais, c'est important. On n'a pas remis encore de jetons de côté. Et ouais, on n'a pas gagné de Kinfire, de jetons Kinfire encore. Eh oui, on n'a pas su ce qu'était un village, on n'a pas su ce qu'était une quête, découvrir une quête, tout ça, peut-être le vivrons-nous dans la prochaine partie. Pour moi, ce fut un plaisir de vous présenter cette première session. J'espère que cela vous a convenu. Et puis, de toute façon, à la fin, je vous reviendrai avec mon avis, mais bon, il est quand même pas mal. Je tiens à vous préciser que sur cette vidéo, j'ai eu énormément de bol au niveau des tirages des jetons. Nous verrons bien si ça se passera comme ça lors des prochaines sessions. Les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer d'agréables moments avec les gens que vous aimez. Prenez soin de vous et jouez quand même un petit peu à vos jeux de société. Allez, à très bientôt. Bye bye.